Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode Rétro Découverte. Cette fois-ci, il est consacré à un acteur légendaire du cinéma français par le biais du film La Folie des Grandeurs. Prenez place au coin du feu, ce soir on parle de Louis de Funès. Bonjour, bonsoir, je suis Davin, il est Wivo et c'est la rentrée officielle d'Au Coin du Feu. Et pourquoi ne pas reprendre avec une émission que, bizarrement, vous avez l'air d'apprécier. Moi, j'avais des doutes quand on a commencé ce concept, mais nous revoilà avec un rétro-découverte. Wivo, comment vas-tu ? Ça va parfaitement, comme à chaque fois qu'on fait cette émission. Ça nous met dans un petit mood, quand tout va bien évidemment, ça nous met dans un mood parfait. En plus, rétro-découverte. J'avoue, j'étais sceptique quand j'ai commencé. Ouais, je m'en doutais. Parce que alors là, il faut vous expliquer. Toujours, alors, pour ceux qui ne connaissent pas un peu ce type d'émission, voilà, nous, on est des trentenaires. Et du coup, il y a plein de films cultes qu'on a entendu que c'est culte, qu'on nous dit que c'est culte, mais qu'on n'a jamais pris le temps de regarder. Et on s'est dit, ça peut être cool, en fait, d'en regarder plusieurs. Et dès qu'on a un vrai coup de cœur pour un de ces films cultes, on en fait une émission. Et voilà. Ça peut être marrant pour les gens plus âgés d'écouter des trentenaires donner leur avis avec nos yeux actuels, tu vois, sur des œuvres de l'époque. Et même pour les nouvelles générations, vu que c'est des coups de cœur, c'est des films que du coup on a aimés, ça peut vous donner envie vous aussi de découvrir ces films. Et aujourd'hui, on va faire une petite différence par rapport à d'habitude, parce que d'habitude on aimait bien regarder des films que tous les deux on ne connaissait pas finalement. Et là je me suis dit... il y a un film, il y a un acteur pour lequel j'avais envie de faire une émission. Et je m'étais dit, pourquoi pas, fallait trouver un film, donc c'est De Funès, bien sûr. Et fallait trouver un film, donc il y en a tellement de films de De Funès, tellement cultes, mais je me suis dit, moi, il y a un film dans mon enfance qui m'a marqué, que j'avais en VHS et que je regardais avec mes cousins. On avait toutes les répliques, on avait tout. Et je me suis dit, putain, j'ai envie de le revoir, ce film, et j'ai envie de te le faire découvrir. Parce que toi, tu ne le connaissais pas, donc. Non, pas du tout. Ce film, c'est La Folie des Grandeurs. Voilà. Donc tu ne connaissais pas du tout ce film-là. Non, du tout. Non, je connaissais deux noms, je crois, du moins. Alors, encore que j'ai des doutes. Je connais évidemment Louis de Funès. Mais après, non. Le film, non, je connaissais pas. C'est vrai que j'ai jamais été friand de Louis de Funès. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est du coup, même Louis de Funès, c'est quoi ton rapport avec Louis de Funès ? En fait, le problème, c'est que je suis plutôt neutre à Louis de Funès, mais vu qu'en fait, c'est des vieux films, et tu sais, mon aversion problématique pour les vieux films, à part depuis qu'on a créé ce concept des rétro-découvertes, qui du coup nous pousse à regarder des vieux films, et en fait, on tombe sur des pépites. Oui, parce que ça, je pense que c'est un effet qu'on est beaucoup à avoir, mais nous, on le dit, c'est pour les vieux films. C'est vrai que c'est pour ça qu'on les a pas vus, la plupart des films. C'est que de base, on a du mal à se lancer dans un vieux film. Ça nous, on a une sorte de contrainte. Et grâce à ce concept d'émission là, on a découvert des films. Moi, Il était une fois en Amérique, c'est devenu peut-être un de mes films préférés, tu vois. Et du coup, ça nous pousse, ça nous donne cette petite impulsion qui fait qu'on va se lancer dans un film pour l'émission. Et du coup, des fois, on découvre des trucs complètement fous. Et du coup, ça peut être même... parce que là, on parle pour les vieux films pour nous, mais tu sais, on en a déjà parlé. Par exemple, il y a des gens aujourd'hui qui ont beaucoup de mal à se mettre devant un animé, tu vois. Il y a des gens, tu leur parles de Pixar, t'as beau leur dire que la plupart des Pixar sont vraiment géniaux et qui sont faits pour tout le monde, c'est pas que pour les enfants. Il y a des gens qui ont cette barrière infranchissable. Non, j'irai pas voir un dessin animé au cinéma ou quoi, tu vois. Oui, tout à fait. Peu importe la qualité de l'œuvre en elle-même, il y a une sorte de barrière. Nous, on l'avait un peu avec les vieux films, quoi. Et donc, De Funès, toi, c'est que t'as pas été bercé dans ton enfance par De Funès. T'avais pas des parents qui te faisaient mater tous les gendarmes, tous les Rabbi Jacob. Et d'ailleurs, je serais curieux de savoir quel est le rapport avec cet acteur. Ouais. Je sais pas, ça se trouve, en fait, ils ont adoré le film de Louis de Funès. Et du coup, je suis passé à côté. Je sais pas. Est-ce que quand t'étais gamin, t'avais aucun souvenir gamin d'un film de Louis de Funès ? Non, ok. Non, alors que moi, par contre, moi, je t'ai dit, ce VHS, la Folie des Grandeurs, c'était en boucle, je te jure. C'était un de mes films préférés quand j'étais gamin. Mais après, il n'y avait pas que ça. Moi, mes parents, c'était des grands fans de Funès. Okay. Du coup, les gendarmes à Saint-Tropez, je les ai tous vus. Il y avait même Fantomas. Après, j'en avais vu
je pense que, tu sais, genre La Grande Vadrouille, Le Cornio, Oui. je les ai vus peut-être un peu plus tard. Ceux-là, ils sont moins enfantins, j'ai envie de dire. Mais ouais, moi, La Soupe aux choux aussi, quand j'étais gamin. Pour le coup, La Soupe aux choux, je trouve que c'est un film. Il est beaucoup plus dur à regarder aujourd'hui. Je sais pas si tu as déjà vu La Soupe aux choux. Il y avait Louis de Funès. Non, il jouait pas. Oui, il y a Louis de Funès, ah ouais bien sûr, avec Jacques Villeray, ouais, qui fait l'extraterrestre, là, le... Pour te dire, c'est deux vieux qui pètent et qui appellent des extraterrestres avec leur P, quoi. Et ça, je l'ai vu, je crois, mais il y a longtemps. Du coup, j'ai pas de souvenir particulier, à part le fait que c'est très beauf. tu vois la secoupe volante typique, un peu stéréotypée qui atterrit là. Oui. Et du coup, c'est très drôle parce que du coup, je me suis rematé le film, tu as maté le film aussi, et du coup, je me suis bien sûr plus renseigné qu'avec mes yeux d'enfant de l'époque, hein, bien sûr, sur le film. Et je le dis assez souvent que artistiquement, des fois, il y a des trucs qui t'ont créé sans même le savoir. Il y a des trucs, ça fait partie de l'inconscient, j'ai l'impression. Et ce film, La Folie des Grandeurs, en fait, j'ai l'impression qu'il a une histoire à la Au coin du feu. Okay. C'est un film en fait de Gérard Houry. Donc Gérard Houry, il avait déjà réalisé Le Cornio et La Grande Vadrouille surtout avec Bourvil et De Funès. Donc La Grande Vadrouille, c'est le plus grand succès du cinéma français avec plus de 18 millions d'entrées. Alors maintenant, remarque avec Les Intouchables, le truc comme ça doit se titiller. Je sais plus c'est qui est devant. Mais bon, à l'époque, c'était incroyable. Et notamment, La Folie des Grandeurs devait être avec Bourvil à la place de Yves Montand. Ouais. Sauf qu'il est décédé au moment du début du tournage de la Folie des Grandeurs. Bourvil est décédé, donc du coup il y a eu réécriture et donc voilà. Et c'est un film, du coup, là De Funès était au top de son succès. C'était vraiment, il venait de faire 18 millions avec La Grande Vadrouille. C'était vraiment, c'était au niveau popularité, il était à son max. Okay. Et c'est un film du coup qui a changé de ce qu'il faisait d'habitude. C'est un film d'époque, c'est un film avec des dialogues différents par rapport à d'habitude. Et du coup, c'est un film qui n'a pas plu au moment de sa sortie au grand public. Ils ont fait alors, que 5 millions. Que 5 millions, c'est déjà énorme, 5 millions, mais quand tu venais de faire 18 millions, forcément, tu vois, ça, voilà. Et du coup, le film s'était pris pas mal de critiques à l'époque de sa sortie. Et ce qui est très drôle, c'est qu'au moment, du coup, de tout ça, c'était un film qu'on a dit, voilà, il y a des films avec, il y a des films sans, voilà. Et sauf qu'en fait, c'est la génération d'après, dont peut-être je fais partie aussi, c'est les enfants qui se sont mis à apprécier ce film. Et qui l'ont fait aujourd'hui, nous, les enfants, on a grandi, et pour nous, il est culte, en fait. Et du coup, ce film est devenu culte avec le temps. Pas du tout au moment de sa sortie, c'était pas du tout dans les meilleurs films de Funès, ou je sais pas, même De Funès, ça se trouve, quand il est mort, en fait, ça faisait partie des films, peut-être qui avait mis un peu en dessous, quoi. Et donc, je trouve ça trop intéressant. Parce qu'on en parle souvent, ça, de l'évolution des œuvres dans le temps, et que il y a certaines œuvres qui vont rester, qui se bonifient. Qui se bonifient, ou même qui vont rester. Ouais, en plus, j'ai été voir les notes. Tout le monde est dithyrambique sur la comédie. Mais bon, les notes et tout sur Internet, c'est arrivé après les années 2000. Donc c'est notre génération qui note, mais avec nos yeux en partie d'enfant. Ok, c'est intéressant. Qu'il est pris en ampleur au fur et à mesure du temps. Ok. Je suis assez étonné d'ailleurs pour qu'est-ce qui a fait qu'il était moins aimé que les autres. Apparemment, c'est que tout simplement, c'est qu'il y avait du changement, tout simplement comme d'habitude. Dès qu'il y a dès qu'il y a un virage qui est fait, tu sortais du Cornio et de La Grande Vadrouille. En plus, c'était le duo Bourvil-De Funès qui cartonnait. Oui, voilà. Et là, d'un coup, Bourvil est décédé, donc pour le coup, ils avaient ils n'avaient pas le choix. Oui, tout à fait. Ouais. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est inéluctable. En fait, c'est la peur du changement. Ça crée une sorte de recul. Mais clairement. Mais j'ai vu en plus moi que c'était la femme d'Yves Montand qui avait proposé en fait l'acteur à la proposition. Ouais. Exact. Oui, c'est ce que j'ai vu aussi. C'est dingue. Après, c'était un milieu aussi. C'est pas le même milieu qu'aujourd'hui, je pense. C'est un milieu qui était beaucoup plus fermé. Donc il y avait beaucoup, à mon avis, ça se faisait beaucoup au contact, tout ça. Parce que De Funès, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un mec qui a percé aux alentours de 40 ans. Avant de vraiment percer avec un premier rôle, il avait déjà fait 90 films en tant que second rôle ou figurant, un truc comme ça, tu vois. Donc, des fois, il y avait juste une scène. Donc c'est marrant de voir qu'il y a des portes qui peuvent être fermées, et puis d'un coup, le mec explose. Et de toute façon, De Funès, on va en parler un peu pendant l'émission, mais je trouve que
c'est un acteur. Alors toi, tu dois pas du tout connaître sa vie, pas du tout connaître. Non, ouais. du tout. Donc Du c'est assez passionnant de voir que c'est un mec qui a jamais même profité de sa célébrité parce il a tellement été connu sur le tard que du coup il a toujours vécu après dans une impression que ça allait s'arrêter du jour au lendemain et que du coup c'est ce qui a créé ce personnage très perfectionniste, très talentueux, mais qui aussi l'a détruit et a fini par le tuer parce qu'il est mort du coup d'une crise cardiaque en 83 et D'accord. et tout le monde dit que il s'est tué, on va dire, lui-même sur scène, parce qu'il était tellement investi, tellement stressé, il avait du trac tous les jours, même quand il allait faire un film, et en plus il a fait beaucoup de théâtre, chaque soir, il fallait qu'il joue la meilleure prestation de sa vie, et à chaque fois il se mettait une pression monstrueuse, et voilà. Il est mort à 68 ans du coup, donc c'est assez jeune en plus. C'est ultra intéressant, parce qu'à travers son jeu de rôle, à travers le type de rôle du moins qu'il fait, et ben, on a... Alors, c'est qu'une apparence, hein, mais je trouve que ça donne tout à fait l'inverse, en fait, de ce que tu dis là. C'est qu'on ne dirait pas que c'est un mec qui est stressé, on dirait que c'est quelqu'un qui, quand il joue son jeu d'acteur, et je pense que c'est le cas, c'est qu'il est à fond, mais on ne dirait pas forcément qu'il est envahi par cette anxiété, tu sais. Le truc le plus dingue même que j'ai appris, moi, là, en regardant des documentaires sur lui, c'est que c'était quelqu'un d'extrêmement timide. Et du coup, j'ai regardé des interviews, et en effet, c'est pas le même De Funès quand il est en interview. On dirait qu'il est toujours un peu gêné d'être là, d'être présent, qu'on lui donne la parole. Et mais c'est ça qui est fou. De toute façon, c'est la force de toute façon, du théâtre et du cinéma. C'est des personnages. Et on a tendance, nous, à rentrer dans l'illusion et du coup à y croire à ces personnages, alors que c'est des gens qui sont peut-être totalement différents dans la vraie vie. Enfin, souvent, même, c'est le cas, tu vois. Ça, je me rappelle qu'on en avait parlé dans l'émission sur Robin Williams, où je t'avais dit qu'il y avait des films de Robin Williams où ce mec, en fait, avait été une sorte de modèle de bienveillance, de gentillesse, etc. Et alors que quand tu regardais sa vie perso, tu voyais qu'il avait été victime de pas mal de drogue, de pas mal de vices, tout ça. Et donc, c'est beaucoup plus trouble, sa vraie vie. Mais des fois, en fait, tu aimes un acteur pour ses personnages et ça te fait du bien, en fait, de l'idéaliser. Même si le mec, dans la vraie vie, c'est une pourriture, t'en sais rien. Mais en fait, ça fait du bien d'idéaliser suivant ses personnages, des trucs comme ça, quoi. Donc voilà. Après, De Funès, je pense, fait partie de ces acteurs où clairement tu devais être déçu quand tu le rencontrais. Parce que c'est un mec, du coup, déjà très timide et tout, donc déjà ça devait faire vraiment un choc, voilà. Mais du coup, il a pas mal eu de gens qui ont quand même critiqué Il était tellement perfectionniste qu'il pouvait en être très désagréable, très stressé, très angoissé, donc il pouvait se laisser déborder aussi par tout ça. Et aussi, j'ai l'impression, c'était un autre monde aussi, il faut se le dire aussi. C'est un monde où beaucoup plus star system qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que De Funès, sur une partie de sa carrière, il enchaînait les films au box-office et ça faisait des cartons à chaque fois. Et du coup, le mec, là déjà, toi, genre Dujardin, maintenant je dirais que toi, Dujardin, c'est un peu la plus grande star en acteur français, je dirais, de notre génération, on va dire, tu vois. Mais il enchaîne pas que des cartons, tu vois. Il sort pas un film tous les ans où c'est une tuerie. De Funès, il pouvait sortir 3 films, c'était les 3 au box-office, en tête du box-office de l'année, tu vois. C'était carton sur carton, et du coup, j'ai l'impression, c'était beaucoup plus le cas avant, hein, avec des Delon, avec des Belmondo, où c'est des mecs, du coup, le cinéma, l'industrie du cinéma français dépendait d'eux, et du coup, on les mettait sur sur des podiums, quoi. C'était des sortes de dieux vivants, et du coup, il y avait un côté très star system où ils sentaient presque pupissés. Je pense qu'à un moment, ils ont tous eu un peu le melon de dingue, tu vois. Et De Funès, je pense, n'a pas échappé à ça à certains moments. Même si je trouve qu'il s'est assagi avec le temps, parce que notamment quand il a commencé à avoir des problèmes de santé. Mais voilà, je pense qu'il y a un moment, De Funès, tu le croisais, tu devais le dire, mais c'est qui ce gars, quoi. Donc voilà. Ouais. Surtout, après, c'est vrai que s'il était timide, du coup, ça contrecarre le côté un peu jet set. Peut-être qu'il n'était pas. Après, non, pas du tout jet set, hein. Il avait plus genre des caprices de star, tu vois, des trucs qu'il voulait. Il y a pas mal eu d'embrouilles. Par exemple, il arrivait sur un tournage de film et puis il disait au réalisateur, écoute, là je trouve que j'ai pas assez de scènes. Le mec à qui je joue, je trouve il a des scènes plus intéressantes que moi, donc tu réécris ton texte, sinon je me casse du film. Tu vois, en gros, c'était des trucs comme ça. Mais par contre, De Funès, c'était pas du tout un mec dans le star system.
Au contraire, dès qu'il quittait les plateaux, il avait sa petite vie tranquille posée. Ouais, voilà. Il était plutôt discret. Notamment, son enterrement, en fait, à part Michel Galabru, il n'y avait que Michel Galabru de connu. Il avait aucun ami dans le système, on va dire. D'accord, ouais. Voilà. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir. C'est ce que j'ai vu, ce qui est ressorti là du film. C'est une phrase du réalisateur qui disait qu'en gros, la relation qu'il y avait entre Yves Montand et De Funès, vu que c'était la première fois en fait qu'ils faisaient un truc ensemble, la place ça devait être Bourvil, c'était que De Funès était assez pudique au départ et douce, comme tu dis, d'où le côté peut-être timide qu'il avait. Ça rejoint ça du coup de ce que disait le réalisateur. Et c'est Yves Montand pour le coup qui s'est un petit peu plaint, mais très légèrement, du fait qu'ils ont dû faire plein de fois les scènes. Il y a eu des fois, ils ont fait plein de fois les scènes parce que je pense, encore une fois, ça rejoint ce que tu dis là sur De Funès, c'est qu'ils devaient vouloir recommencer parce que c'était pas assez efficace. Malgré cette pudeur, le réalisateur a expliqué que De Funès était meilleur dans la reprise de scène. Tu sais, au bout de, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais au bout de 6 scènes, c'est là où il explosait en fait dans son talent d'acteur, alors que d'autres acteurs, et il parlait de Bourvil là pour le coup, Bourvil était meilleur dans les premières scènes. Il y avait ce petit contraste. Et Yves Montand ressemblait à Bourvil un peu, apparemment, sur ce côté-là. Dans le côté un peu plus naturel, parce que Bourvil, c'est vrai que, pareil, moi, finalement, Bourvil, je le connais grâce à La Grande Vadrouille, surtout. Le Cornio, je l'ai vu, mais il y a longtemps, il faudrait que je me le refasse, tu vois. Mais j'ai regardé, du coup, des interviews des deux. Justement, quand je te parlais, par exemple, de certaines interviews, il y a des interviews de Bourvil et de Funès qui sont très facilement trouvables sur YouTube. Où tu vois que Bourvil, tu sens que c'est le bon vivant. T'as déjà eu un tonton qui ressemble à Bourvil, très clairement. Il a un rire facile, tu l'imagines bien avec une petite bouteille de rouge. Je l'imagine bien avec son sourire, Bourvil. Ça, c'est un truc qui marque. Mais plus son faciès que ses films. Et pareil, pareil, même Bourvil. Alors moi, comme je te dis, je le connais plus, on va dire, avec La Grande Vadrouille, Bourvil, où il a un rôle de benet dans la Vadrouille. C'est un comique très tendre, un peu bené, un peu gentillé, tu vois. Et justement, il y a un contraste quand tu regardes les interviews où tu vois que dans La Grande Vadrouille, alors je sais pas si tu l'as vu d'ailleurs, La Grande Vadrouille. Si, mais il y a tellement longtemps, je m'en souviens pas. De Funès joue un chef d'orchestre insupportable, tu vois, imbu de lui-même, enfin, voilà. Et c'est marrant de voir, et alors que Bourvil, lui, c'est un peintre en bâtiment, je crois, tout penaud, tout gentil, tout un peu stupide. Et quand tu vois les interviews, t'as l'impression que leur vraie personnalité s'inverse presque. Enfin, Bourvil n'est pas un connard dans les trucs, mais tu sens qu'il a une confiance en lui, Bourvil. Tu sens que le mec, il était en place, c'était une star. Quand il est en interview, le mec, il est à l'aise, tu vois. Ah ouais, je vois. C'est pas du tout son personnage quand tu le regardes, qui est un peu bené, qui bégaye, qui... c'est marrant. Ouais. Donc c'est très intéressant de revoir des interviews, même de l'époque, pour voir les réflexions qu'ils avaient, je trouve. Et c'est ce que j'aime bien, moi, dans ces rétro-découvertes, c'est ce qu'on dit, ça montre... alors, pas forcément une image, par exemple, tu vois, pour La Grande Vadrouille, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, et ça montre pas... c'est pas un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale, tu vois, mais je trouve que ça montre un objet culturel de son époque. Et ça, on le dit souvent, nous, il y a des œuvres qui nous ont influencés, et je trouve que regarder des films rétro-découvertes, tu te rends compte à quel point ça a influencé les générations avant nous, en fait. Et voilà, je trouve ça trop cool, quoi. Ah oui, totalement. De toute façon, c'est l'influence du cinéma sur nos comportements, donc clairement... c'est intéressant d'avoir un retour sur le passé à travers ces œuvres cinématographiques. Surtout qu'à son... là, pour le coup, ce film-là, moi, il m'a agréablement surpris. Du coup, voilà. Vas-y, Jean, je suis là parce qu'on s'est échangé quelques messages, mais on s'est absolument pas spoilé nos avis sur le film comme on fait d'habitude. Donc là, pour le coup, toi, tu sais que c'est un de mes films... un peu Madeleine de Proust. J'aurais jamais un avis objectif sur ce film parce que moi, c'est des souvenirs. Il y a des répliques, il y a des scènes que j'ai redécouvertes, des musiques que j'ai redécouvertes. Parce que d'ailleurs, tu sais qui c'est qui a composé les musiques du film ? Oui, j'ai vu. Paul Naref. Oui, c'est ça. Michel Polnareff. Je ne savais quand j'ai su le nom, pas. j'ai fait ah bon. Quand tu vois la BO, j'ai même été vérifié. Attends. Parce que la bande son, elle est géniale. Franchement. Ah ouais, là pour le coup, la Polnareff, chapeau, c'était génial. Et puis même, j'ai trouvé un truc très sympa dans la bande son, c'est que contrairement à aujourd'hui où j'ai l'impression qu'on essaye un peu de camoufler les bandes son, que elles sont assez discrètes, qu'il n'y a pas de grands thèmes forts, que c'est plus des thèmes qui accompagnent l'action, tout ça. Là, j'ai trouvé que c'était limite dans le surjeu les musiques.
Genre, il y a le roi qui arrive, t'as une putain de musique de roi Ouais, mais très cliché et tout, mais du coup, je fais. C'est burlesque. Ça accompagne. Après, ça va bien avec l'humour. En fait, Ouais, donc bref, vas-y, dis-nous un peu ton avis, je suis assez curieux. Curieux. Ben moi, d'ailleurs, je suis curieux d'avoir ton... Parce que maintenant que j'ai vu ton film phare, et moi aussi, j'étais curieux de savoir ton opinion sur le film. Sachant que moi, comme j'ai dit au départ, j'y suis allé, bon, pas de façon sceptique, mais toujours façon parce que c'est un vieux film, malgré que ça soit un film français, que ce soit De Funès, que j'aurais pu me dire, bon, voilà, il est culte, le personnage, je peux y aller avec envie, tu vois. Et non, j'y suis quand j'ai lancé le film. Bon, en plus, voilà, j'y suis allé sans grande hype. Pourtant, et tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que dès le départ, la bande son, j'ai fait ah ouais. On aurait dit un film western, un bon film western, un bon. C'est clairement une musique de western, ouais. Et oui, et du coup, c'est ce que j'ai vu après. C'était un hommage un petit peu au film de western, un petit peu que Paul Naref a fait. Il a fait un hommage à ce style de film. Ouais. Et ça claque en fait. Dès l'intro, j'ai fait ah ouais. En fait, ça m'a. J'ai eu un moment de ah ouais, c'est cool, tu vois, c'est pas mal. Et du coup, je trouve que la bande son du début à la fin. Et c'est pour ça l'importance, franchement, l'importance des bandes son. On le dit à chaque fois. Important. On le dit à chaque fois, mais c'est pour ça que moi, il y a beaucoup de films qui sortent aujourd'hui. Tu te dis putain, avec une meilleure bande son, rien qu'une meilleure bande son, ça change tellement de trucs. Et oser jouer avec le son, des fois, j'ai vraiment l'impression que maintenant c'est un peu, c'est plus les effets, les bruitages qu'on met en avant pour que ça sonne bien dans les enceintes et tout. Et les musiques sont toujours un peu en retrait, c'est de l'accompagnement. Oui, c'est vrai. Putain, oser foutre des bonnes musiques. On a plus une bande sonore qu'une bande musicale en fait maintenant, j'ai l'impression. C'est ça. À part des fois des compositions comme Hans Zimmer, et c'est pour ça que je pense que je kiffe ce compositeur, parce qu'il a ce truc de musique classique, et c'est ce que j'ai vu du coup, parce que vu que la bande son m'a surpris, et j'ai adoré, j'ai vu que Paul Naref du coup avait eu une formation en classique. Et du coup il a pu en fait utiliser cette formation qu'il a eue en classique pour l'adapter au cinéma, et je trouve que c'est top. Même le début, apparemment même le réalisateur a hésité à mettre une bande son un peu western, parce que c'était pas du tout le propos du film. Et même ça m'a fait bizarre moi, de commencer avec une... J'ai adoré. Okay, tu t'y attendais pas quoi. Non, pas du tout. Mais c'était une super surprise en fait. Et tout le long, de toute façon, il y a des musiques ultra variées, donc musicalement, j'ai kiffé. Et le duo, j'avoue, des deux, De Funès et Yves Montand, ça m'a... J'ai apprécié. Je peux pas dire que j'ai adoré, que ça a été un coup de cœur phénoménal. Oui, bien sûr. Non, j'ai pas eu des fous rires. Alors que moi, si, punaise. Punaise, je te jure. Mais moi, dès le début, la scène avec le carrosse quand il tombe et que Montand lui a dit le peuple est en train de vous acclamer, etc. Oui, alors De Funès qui tombe et puis il les voit arriver, il fait j'avoue. Puis il comprend direct qu'ils sont en train de l'insulter, il fait et puis il se barre en courant avec sa dégaine. Je te jure, moi non, mais je. Mais moi, de toute façon, l'humour, elle est précise après. C'est un humour, c'est pas un humour qu'on a l'habitude, je trouve, de voir maintenant. Alors, j'ai pas l'habitude de regarder les comédies françaises après, donc peut-être que je non, mais même moi, c'est ce que j'étais en train de me dire. Un personnage comme De Funès, il y en a plus beaucoup. Je dirais qu'à la limite, il y a Mr Bean qui est arrivé derrière, avec des gags très dans le visuel, dans le comportement, tu vois. Et que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ouais. Mais après, depuis Bean, tu vois, je sais pas, c'est peut-être plus des trucs. Il y a Jim Carrey, mais c'est un autre délire. C'est un peu différent. Jim Carrey, c'est. Jim Carrey, ouais. Après, c'est un autre délire aussi. Ouais, mais encore Jim Carrey. Remarque, faut que je regarde les films Sonic, parce qu'apparemment, il est en train de s'éclater. Le mec, il est à la retraite, mais il s'éclate avec les films Sonic, donc il continue. Il va même faire dans le 3e, apparemment. Donc, c'est vrai que rien que pour lui, j'ai envie de regarder Sonic. Ouais, clairement, ouais. Mais ouais, je me faisais cette remarque. Mais aussi, c'est un des trucs, je pense que il y a beaucoup d'acteurs maintenant. Tu vois, on l'a vu même par exemple avec Coluche qui a succédé, on va dire, à De Funès. C'était vraiment la transition de Funès-Coluche à la fin de sa vie à De Funès. Coluche, on va dire, il a pas supporté qu'on le prenne juste pour un comique. Il a fallu qu'il fasse son Ciao Pantin pour avoir son film un peu dramatique, pour montrer qu'il avait une palette d'acteurs, voilà. Que De Funès, pour le coup, il a jamais fait de film dramatique ni rien. Il est resté, il a ce personnage
avec des petites variations dans chaque film, mais globalement, c'est toujours le même personnage. Une sorte de ronchon, râleur, et du coup, il le pousse à chaque fois dans des catégories un peu différentes. Là, c'est vraiment un mec odieux, radin, cupide, et il peut aller au pire, tu vois. Mais dans Rabbi Jacob, c'est un gros raciste. Tu vois, et à chaque fois, il prend ce personnage et puis il le fait aller dans des sphères un peu différentes, mais c'est toujours globalement le même personnage qui l'a à la perfection, hein, pour le coup, mais du coup il a jamais été ailleurs, et je pense qu'il en a aussi un peu à force souffert, parce qu'il y a beaucoup, en gros il était très très populaire, mais comme beaucoup d'acteurs populaires, en gros il n'était pas vraiment reconnu par le milieu. Il y a pas mal de gens dans le milieu qui disaient que c'était un ringard, quoi. Oui, voilà. Parce que, tu vois, il faut... on en a parlé en plus il n'y a pas très longtemps. On parlait de jeux vidéo, donc c'est complètement différent. Mais tu sais, je te parlais que des fois, il y avait comme une sorte de... Je sais pas, une sorte d'intelligentsia, tu vois, un truc comme si... Un bon jeu vidéo, c'est avec un très bon gameplay, souvent de la plateforme, avec des idées très inventives, très... Et je t'avais dit que des fois, en fait, il y avait des jeux qui étaient beaucoup moins sur ce concept-là, mais qui étaient plus dans un gameplay qui était basé sur du roleplay, qui était basé sur de l'immersion. Mais sauf que c'est pas reconnu à sa juste valeur, ce genre de jeu. Au contraire, il y en a plein qui vont dénigrer ce genre de jeu. T'as beau être dans une immersion totale, le monde autour de toi est tellement bien fait, tout ça, mais non, il n'y a pas un gameplay novateur, il n'y a pas un truc inventif, donc c'est pas bien. Et alors que pour moi, c'est du gameplay, c'est une autre sorte de gameplay, mais c'est tout aussi bien. Même des fois, ça relève du génie. On l'a vu par exemple avec un Red Dead 2, tu vois. C'est travaillé à l'extrême tellement c'est. Et je trouve que en comédie, quand je dis comédie, c'est pas comique, c'est la comédie au sens large. Ce qui est justement les comédies, dans la comédie, je trouve que c'est tellement peu reconnu et mis à sa juste valeur, en fait. Ça a un côté très populaire, c'est des films ou c'est des pièces de théâtre qui vont beaucoup plaire au grand public, mais du coup, comme ça plaît au grand public, c'est comme si c'est pas du vrai. C'est pas du vrai théâtre, c'est pas des vrais films d'auteur, etc. Alors que je trouve que ça aurait toute sa place. Et quand on voit un gars comme De Funès, moi j'aime beaucoup regarder des vidéos de gens qui analysent un peu son jeu. Il y a Alexandre Astier qui en parle très régulièrement dans ses interviews. C'est que De Funès, il a une musicalité dans son jeu. Il y a un rythme, il y a une rupture. Il fait l'humour, de toute façon, c'est ça, c'est la surprise, c'est la rupture. Et De Funès, c'était un maître à ce niveau-là. Et j'ai regardé là des documentaires sur De Funès où c'est assez fascinant. En fait, ils affichent à l'écran son texte de théâtre, tu vois, qu'il doit réciter. Et toi, tu le lis, tu as 5-6 secondes pour le lire. Et juste après, tu as une voix off où c'est De Funès en train de faire le même texte. Sauf que là, comme tu as eu le temps, toi, de lire le texte, et genre tu le connais pas, donc c'est toi qui interprète pour la première fois en le lisant comment tu dis le texte. Et juste après, tu entends De Funès le faire, et tu notes toutes les subtilités, les ruptures de ton, les petits mots qu'il va rajouter à la fin d'une phrase. Et tu fais, putain, il y a une musicalité dans ses paroles, dans son texte, qui est... et c'est ça, et c'est pour ça que je trouve que c'est pas reconnu à sa juste valeur, parce que je trouve qu'il y a... C'est ce qui crée des personnages comme ça. Il y a du travail derrière. Et c'est... Ah bah oui, mais de toute façon, c'est un travail d'orfèvre. Moi, je trouve ça bluffant, en fait, quoi. Là, ce que j'ai vu sur le film, c'est qu'apparemment, avec Yves Montand, ils ont fait pas mal d'impro. Souvent. De Funès, il en faisait souvent. Mais ça, c'est magnifique. Je sais pas, moi, je trouve que ça ajoute de l'ampleur. Même là, en seconde lecture, je sais pas, je trouve ça... ce que tu disais, tu sais, sur qu'il y avait des réalisateurs qui aimaient faire plusieurs prises avec De Funès parce qu'ils s'amélioraient de prise en prise. Oui. J'avais vu que justement, il y avait des réalisateurs qui connaissaient le degré de perfectionnisme de Funès, et il y avait des réalisateurs comme Ouri, comme pour La Folie des Grandeurs, qui faisaient exprès, en fait, de refaire les scènes, sans rien dire. En fait, il tournait une scène, puis il dit on va la refaire. Alors que c'est très bien. La scène est très bien, voilà. Et il disait à chaque fois, De Funès, tu refaisais la scène une fois, il la refaisait. Une troisième fois, il la faisait. Et au bout de 5-6 fois, en fait, De Funès, il comprenait que fallait qu'il rajoute quelque chose, sinon la scène ne marchait pas. Et du coup, en impro, il inventait des trucs. Et il y a tellement d'anecdotes sur des trucs qui sont devenus cultes. Par exemple, dans Rabbi Jacob, il s'appelle, c'est Pivert, son nom.
Et il a trouvé le truc un peu à la Woody Woodpecker. Il fait je m'appelle Pivert, comme le Pivert. Et puis il frappe comme ça à chaque fois sur le sol. Et c'est un truc qui est devenu culte. Et ça, c'est un truc qu'il a eu en impro, en fait. Il fait comme le Pivert. Il devait se présenter. Puis à chaque fois, il fait bon, le Pivert. Et puis il trouvait des trucs, des mimiques, des. Ok. C'est juste. Et du coup, les réalisateurs commençaient à le connaître et du coup savaient jouer un peu avec son amour-propre, en sachant que si on lui dit rien, si on rigole pas aussi. Il y avait des réalisateurs, en fait, De Funès, c'était un mec du théâtre à la base, et du coup, il était habitué au rire du public. C'est-à-dire que quand il jouait une pièce, ça faisait partie du rythme du jeu. Ça, je t'en avais parlé parce que moi, j'ai fait une petite pièce en juillet, et c'est très important l'énergie que le public t'envoie, en fait. Et ça peut changer totalement ton expérience et même toi, ton jeu, parce que ça... les réactions du public font que tu gagnes en énergie, tu gagnes en voilà. Par exemple, là, on ferait une émission au coin du feu en public, elle serait totalement différente de d'habitude, parce qu'on serait, il y aurait une réaction avec le public, il y aurait un truc une énergie qui serait commune. Ouais. Et du coup, De Funès, il aimait bien quand il tournait un film, entendre les techniciens tout ça rire quand il tournait une scène. Et s'il n'y avait pas assez de rire, des fois c'est lui-même qui demandait à retourner la scène. Il n'a pas entendu de rire de technicien, il fait oh putain c'est pas bon, donc on la retourne et puis je vais trouver un truc pour essayer de les surprendre, les faire rire. Et voilà, il aimait bien carrément faire rire les équipes techniques autour pour que la scène c'est bon, celle-là elle est ça bien. C'est brillant, ça fait partie du coup du brillant de ce... Même si c'est ce qui pouvait aussi le rendre chiant parce que il y a beaucoup de réalisateurs qui disaient en fait De Funès c'est un mec qui est casse-couille à diriger et qui va pas se laisser diriger facilement parce que c'est un mec qui a confiance dans son propre jeu, dans son truc là et du coup il a du mal à recevoir des conseils de quelqu'un d'autre, tu vois, c'est lui qui va trouver l'idée de génie, c'est lui qui... Donc, c'est toujours pareil, avec ces gens qui sont un peu géniaux, humainement, c'est peut-être pas forcément des gens de fou, tu vois, mais et alors, tu vois, on a chacun un truc à apporter. Ce mec-là, ou d'autres mecs comme ça, c'est pas ça, le côté humain ou je sais pas quoi. Mais voilà, je trouve ça... Ça me fait penser à Jim Carrey, encore une fois, qui apparemment il fait beaucoup d'impro aussi, en acteur, on va dire, un peu moderne, qui fait pas mal d'impro, qui est dans la comédie, même si c'est une comédie qui est différente. Et il est moderne, mec. Assez particulier. T'as vieilli, hein. Jim Carrey moderne, les gamins d'aujourd'hui, ils le connaissent plus. Hein. C'est vrai. Et Jim Carrey, il est à la retraite depuis 10 ans, mec. Ils le connaissent. Ils les connaissent quand même. S'il est pas là, il fait les trucs, mais il n'y a plus de films, à part Sonic, du coup. Mais ouais. Et d'ailleurs, il y a une scène là, de Louis de Funès que j'ai vue. Enfin, parmi les scènes d'impro, ça se trouve, il y en a plein. Mais il y en a une qui m'a marqué et que j'ai vue du coup en impro. C'est quand il marche sur Blaze, son valet. Quand c'est une des scènes cultes en plus où Blaze, son valet, il compte les pièces d'or. Oui, il compte pas les pièces d'or, il le réveille avec les pièces d'or. Voilà, exactement. Seigneur. C'est ça. Ma mère me réveillait comme ça le matin. C'est pour te dire à quel point on était matrixé par ce film. Énorme, ma mère, elle ouvrait la porte et puis il est l'or. Ah ouais, c'est énorme. Ah oui. Mais cette scène, elle est devenue cultissime. Ouais. J'avoue, il y a un truc, il y a un jeu de mots. T'as la rupture où De Funès, d'un coup, il fait il manque une pièce. Une pièce. Elle est où ma pièce? Par contre, c'est ça que j'aime beaucoup dans l'humour que j'ai vu dans ce duo, même dans ce film. C'est que ça, c'est totalement improbable. Comment tu peux savoir qu'il y a une pièce d'or au son qui manque? Mais c'est pour montrer à quel point le mec on dirait un peu l'humour des Simpsons, tu sais. Oui, c'est un peu de trucs, ça n'a aucun sens, tu vois. Moi De Funès, de toute façon, De Funès me fait beaucoup penser, c'est une sorte de mélange entre Donald et Picsou. Je trouve il a le tempérament de Donald, le côté très nerveux de Donald et le côté complètement pingre, complètement omnibulé par l'argent. C'est un magazine que t'adorais du coup quand t'étais gamin. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'avais pas fait le lien avant, je l'ai fait là en revoyant le film. L'émission sert à ça. Ben oui, et je me suis dit, moi aussi, ouais, c'est ça. Depuis que je suis gamin, pareil avec mon père, on adore les Picsou magazines, les trucs comme ça. Même si ça fait longtemps maintenant que j'en ai pas lu, mais toute mon enfance c'était ça, moi, Super Picsou géant, tout ça. Et je me rends compte, Donald et Picsou, c'est De Funès, hein, très clairement. Tu sais que j'en ai acheté un à ma fille là pour la rentrée. J'ai vu un méga Picsou, un gros magazine là. Bon, c'était un magazine pour l'été. Ouais. L'été est fini, c'est la rentrée. Mais du coup, je l'ai pris parce que j'adore. Je trouve que le principe même du magazine avec plein de bandes dessinées dedans. Moi, j'en avais repris de temps en temps. Madeleine de Proust, j'aime bien en reprendre.
Mais là, ça fait un petit moment du coup, parce que ce qui m'avait un peu saoulé, c'est que du coup, j'aime bien en prendre, c'est une fois de temps en temps, pareil, tu vois, genre tu vas en vacances, tu te prends une petite BD, voilà, Madeleine de Proust. Sauf que maintenant, un peu à la sauce Marvel ou Star Wars, truc comme ça, en fait, ils font des BD à suite. Il faut que t'achètes le magazine le mois prochain pour avoir la suite de l'histoire et tout. Puis j'ai fait, c'est bon que je vais pas ça c'est un peu m'abonner, moyen. Ouais, C'est un peu moyen. c'est pas il y a quelques histoires uniques, mais il y en avait moins, quoi. Et du coup, oui, d'accord. Et du coup, pour revenir à ce que je voulais dire, c'est dans cette scène culte qui marche sur Blaze, tu sais, quand il sort du lit, il marche sur lui pour aller récupérer la pièce. Et ça, c'était d'impro. D'accord. C'est énorme. C'est énorme. C'est pour ça, quand tu sais ça, et en fait, je trouve que là, alors bizarrement, autant que le film a pris de l'ampleur au fur et à mesure du temps, moi, en ayant vu le film, et là, en apprenant des choses que, évidemment, là, que tu me dis et que tu vas me dire lors de cette émission, et les choses que j'ai vues, ça rend l'œuvre encore plus pétillante. Elle l'est déjà. À chaque fois, voilà, pour faire un avis un peu sans spoil, même si on spoil un petit peu, bref, c'est que musicalement, on peut spoiler, c'est un film culte, allez le voir, on va spoiler. Oui, voilà. Mais non, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir. Et ça fait plaisir. De regarder un film qui est vieux et tu t'y vas avec... Puis c'est une bonne comédie, je trouve. C'est une bonne comédie. Puis tu dis, c'est un truc français, mais voilà les effets spéciaux pour l'époque. Ouais, il y a un gros budget. Alors j'ai vu, c'était un budget de 18 millions de francs, donc c'est incomparable aujourd'hui. On peut pas comparer en fait. Je sais pas combien ça représenterait aujourd'hui comme film, tu vois. Mais ça faisait partie des gros films à gros budget. En même temps, tu sortais de la Grande Vadrouille, donc forcément, t'avais un peu de jetons à mettre, quoi. Et oui, c'est un film de grande ampleur. Je trouve, c'est un film même qui a plus d'ampleur que pas mal de films qui sortent aujourd'hui. Là, tu sens qu'il y a des chorégraphies à cheval. Pour du cinéma français, c'est. Il y a des décors, il y a des... Ah non, mais Et d'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi Yves Montand s'appelle Blaze ? Ah, pas du tout. Et parce que ça rejoint aussi un peu le truc que je disais, que c'est vraiment un film à la Au coin du feu, quoi. C'est qu'en fait, c'est une adaptation de Ruy Blas, la pièce de Victor Hugo. Ah oui. Et du coup, sauf qu'ils ont eu les coronesses, et je sais pas comment ça pourrait passer aujourd'hui, tu vois. Par exemple, dernièrement, ils ont sorti le film Le Comte de Monte Cristo. Au cinéma avec Pierre Ninet, qui est magnifique. C'est une adaptation du coup de roman de Dumas, et c'est une adaptation du coup qui se veut fidèle au ton du livre, au ton de voilà. Sauf que Ruy Blas, la pièce de Victor Hugo, c'est une comédie dramatique. Oui. Et là ils ont fait un film de comédie. C'est fou. Mais tu te dis. Ben oui, mais tu dis aujourd'hui tu fais ça. Imagine tu prends une pièce qui est, je sais pas, tu vois, genre une pièce dramatique et t'en fais une grosse comédie. Faut vraiment pas se manquer, quoi, parce que tu peux te faire démolir. Oui. Notamment par les critiques qui vont faire. Mais c'est quoi ? Attends, en plus c'est une pièce de Victor Hugo. C'est pas une pièce de comme ça à l'arrache. C'est une pièce de Victor Hugo. C'est censé être intouchable. Ouais, voilà. Et du coup c'est pour ça que je pensais que ce film, tu vois, il rejoint un peu le truc Au coin du feu de se dire. Ça peut faire bizarre au début. Quand t'as des attentes, genre imagine, je sais pas, il y avait des fans de Victor Hugo, tiens, il y a une adaptation de Ruy Blas qui va sortir au cinéma avec De Funès et Montand. Je suis très curieux d'aller découvrir ça. Puis tu tombes sur une comédie ils reprennent le concept, tu vois, l'idée, le valet qui va tomber amoureux de la reine, etc. Mais ils en font une comédie complètement. Mais c'est très fort, en vrai. Ouais. C'est ça qui est fort aussi, c'est de. Enfin, du coup, je serais curieux de voir la pièce de théâtre. Original, je la connais pas pour le coup, ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant que t'aies fait du théâtre et que ce film-là, ça se trouve, c'est à cause de Louis de Funès que t'en es là, que t'es mondialement connu. Non, mais c'est trop bien. Ça rejoint en fait plusieurs aspects. En plus, là, en regardant du coup des documentaires sur De Funès, j'ai beaucoup envie de me faire. Il me semble que j'ai un coffret en fait DVD avec plusieurs films de Funès. Il faudrait que je regarde exactement il y a quoi comme film dedans. Mais du coup, j'ai beaucoup envie de me faire le film Oscar parce que quand De Funès il n'était pas encore très connu, qui perçait pas au cinéma, en fait, il était au théâtre tous les soirs et il jouait justement la pièce Oscar. Et c'est une pièce qui, du coup, une fois qu'il va être connu, tout ça, en fait, ils vont tourner le film, l'adaptation de cette pièce de théâtre Oscar. Et c'est une pièce de théâtre où c'est
C'est peut-être le... Je sais que genre Astier, par exemple, cite souvent ce film quand il parle de Funès, parce que du coup, c'est un rôle qu'il a fait pendant des années et des années, que chaque soir au théâtre, il rajoutait des petites touches, il voulait tout le temps surprendre le public. Tu pouvais aller voir le De Funès, t'allais le voir en janvier, t'allais voir la même pièce en février, bah, il avait rajouté je sais pas combien de trucs. Du coup, tu reprenais du plaisir à revoir la pièce, quoi. Et du coup, bah pareil, en sachant tout ça, en sachant que le vécu qu'il a sur ce personnage, je suis très curieux de revoir le film. Je sais pas si tu as déjà vu, toi, Oscar. Pas du tout. Et d'ailleurs, ça me dit rien du tout. Ok. Je connais pas. De toute façon, je me le referai, je te dirai si ça vaut le coup que tu le revois. Ok. Et qui est très en mode pièce de théâtre, hein, c'est limite un huis clos. Mais du coup aussi j'aime bien moi ce genre de film. Tu vois, nous on est aussi un peu la génération du dîner de cons ou Le Prénom aussi, tu vois, le film. Ces films qui sont vraiment, c'est dans une pièce et il va se passer des dingueries tout le film, tu vois. Et je suis très curieux de le revoir ce film parce que je l'ai vu mais il y a longtemps. Et donc voilà, j'ai plus beaucoup de souvenirs de ce film. Donc voilà, ça fait partie des films, tu vois, en me renseignant là sur De Funès, que je vais me faire. Je vais peut-être me refaire aussi la saga des Fantomas, parce que je sais que j'étais très fan quand j'étais gamin, mais que ça m'avait frustré parce que, en fait, à chaque film se terminait un peu par une sorte de cliffhanger où tu avais envie de voir le film suivant. Et le troisième film se terminait avec un cliffhanger, alors je me rappelle plus c'est quoi, mais je me rappelle de cette sensation horrible où je disais à mes parents c'est quand la suite de Fantomas? Et puis mes parents ils font alors De Funès est mort, hein, donc vraiment il y aura plus de suite. J'étais là quoi? Mais non, ça se termine avec une surprise de dingue, je me rappelle plus c'est quoi, hein, tu vois, ça fait tellement longtemps. Et du coup j'ai été très fâché avec Fantomas et je les ai pas revus depuis que je suis gamin, Fantomas, alors que je me rappelle que ça faisait partie de mes films préférés. Mais faut que tu les re-regardes, ça mérite clairement. Du coup. Et un truc aussi, du coup, avec De Funès que je trouve brillant. Je sais que j'en avais débattu avec mon oncle et ma tante au moment de la sortie de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu au cinéma en France. Et on avait débattu, j'avais beaucoup ri moi dans le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Mais j'étais un peu plus réservé sur la morale du film. Qui je trouvais du coup en termes d'écriture était pas assez subtil, ou en gros la morale de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, alors j'ai pas vu les suivants donc je pourrais pas me prononcer là-dessus, mais le premier, la morale de fin, c'est bon, on est raciste mais c'est pas grave, on est tous un peu racistes. C'était ça le message du film. Et c'est ce qui m'a gâché en fait le truc. Je me dis Et puis je me rappelle que ma tante elle m'a fait mais n'importe quoi. Aujourd'hui on peut plus rien dire. Tu sais le fameux aujourd'hui on peut plus rire de rien. Puis j'ai fait non, mais je fais c'est pas parce que si, parce qu'aujourd'hui avec Internet on dit tout et n'importe quoi. On n'a jamais été aussi libre. Ça, c'est un mensonge de base de gens qui vous disent on peut plus rien dire aujourd'hui. C'est faux. On n'a jamais pu dire autant de choses que maintenant. Et je trouve que non, c'est pas parce que on se cache derrière cet argument de on peut rire de tout, blabla, qu'il faut écrire sans subtilité, on dit n'importe quoi, on fait pas gaffe à ce qu'on écrit. Je trouve ça con. Et ma tante direct, elle m'a sorti, tu vois à l'époque Rabbi Jacob. Je peux te dire que De Funès, c'était un gros antisémite. Je peux te dire, voilà, aujourd'hui, on pourrait plus faire ce genre de film. Je fais, là, mais c'est tellement pas le bon exemple. Je fais De Funès dans Rabbi Jacob. Oui, c'est un espèce de raciste. Mais il est, comme là, Don Salus dans La Folie des Grandeurs. C'est tellement gros. Et le personnage, tout le monde a conscience que c'est un con, tu vois. Don Salus, il y a personne qui va se dire, il a raison. Il a raison dans ce qu'il fait. Tu sais, il est tellement caricatural. Ouais, voilà. Mais oui. Et je fais, dans Rabbi Jacob, c'est exactement pareil. Il est tellement ridicule que, au contraire, c'est un film anti-raciste. C'est un film où, quand tu ressors du film, tu te dis, oui, les racistes, ils sont cons. C'est ridicule d'être raciste, c'est débile. Et du coup, c'est toute la nuance. Tu ressors pas du film en disant, bon, il est antisémite de De Funès, mais ça va. Tu sais, tu sors pas comme ça, non, tu te dis non, au contraire. Et puis même dans le film, du coup, il change. Il se rend compte lui-même de sa propre connerie dans Rabbi Jacob. Et je fais, c'est toute la différence. Et pourtant, ça me fait rire, moi, l'humour raciste. Oui, ça fait rire, c'est drôle. Mais ça n'empêche que quand tu fais un film, quand tu fais une œuvre, c'est bien d'avoir une subtilité dans l'écriture. Et on peut rire de tout, mais faut pas que derrière il y ait un doute sur est-ce que tu ris pour te moquer ou est-ce que tu ris avec tout le monde pour rire, tu vois, pour faire un truc marrant. C'est différent, je trouve. Et voilà. Je trouvais que c'était la nuance qu'il avait apportée et que De Funès, je trouve, en fait, son personnage est tellement puissant que ça soit dans Rabbi Jacob avec un racisme, mais comme dans tous ses autres films, il joue toujours un mec avec des valeurs de merde, hein, vraiment. Comme là,
Comme là dans Oui, ce bah film-là. oui, mais là, il est odieux. Et là, ce que je me suis dit, en plus, ce film, il pourrait très mal vieillir, parce que quand même, dans ce film, La Folie des Grandeurs, il y a quand même pas mal de baisers avec des meufs droguées. Il y a Louis de Funès qui espionne des meufs en train de se dessaper à la longue vue. Il y a des, tu vois, ou De Funès qui clash une vieille. Enfin, tu te dis, en fait, il pourrait... Ce film, aujourd'hui, pourrait, genre, faire polémique, Oui, ou je sais pas quoi. Mais en fait, non, parce que De Funès... On sait que c'est un connard en fait. On le sait. Voilà. On n'est pas en train de dire que son comportement c'est normal quoi. Oui, voilà. Mais c'est vrai que c'est la force un peu de cet humour burlesque que je trouve encore une fois qu'on voit moins maintenant, c'est que là c'est parodie à l'extrême. En fait, il est. Enfin, c'est même pas de la parodie, je sais pas, c'est aussi il parodie. C'est du cartoon, c'est limite du cartoon. Hein. Moi je trouve que De Funès c'est un personnage de cartoon quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Et toutes ces c'est scènes exactement. C'est la réflexion c'est... que j'ai eue avec la hallebarde là. Ou je ne sais plus quel truc il a, quand il y a quand son valet danse, tu sais, dans les combles, parce qu'il est jamais. Oui, et qu'il est accroché au plafond. Ouais. Ah mais là c'est cartoonesque au plus haut possible. Je fais oui quand même. C'est pour ça que ça me fait penser presque aux Simpsons parfois, ouais. Parce que c'est tellement, il y a des scènes, je sais pas, genre la scène où il y a le borgne qui est caché dans la tu sais, le borgne, il est caché dans la cheminée depuis je sais pas combien de temps, non? Oui, il frappe et il sort. Depuis combien de temps il est dedans, ce personnage-là? Il y a un mec qui est là tout le temps, caché. Oui, mais c'est les Simpsons. C'est le même délire. Et du coup, non, il y a quand même des scènes où j'avoue, en y repensant, et je pense qu'il y a même des scènes, c'est ça qui est assez fort, ça mérite une seconde lecture pour davantage apprécier en fait l'humour subtil qu'ils ont voulu... distillé. Sûr. Parce qu'il y a des jeux de mots, il y a des trucs. Donc, Oui, bien sûr, c'est ça. En plus, il y a des répliques comme ça qui se réécoutent. Il y a des quiproquos aussi. Moi j'avoue. Ah bah les quiproquos, il y a que ça. Je suis très très friand des quiproquos. Moi, c'est un humour ça mélange un peu le malaise, mais la situation est complètement irréelle. Totalement. La fin, quand il rentre dans la porte et il pense voir Montan avec la reine, et que finalement c'est l'autre gars avec la vieille. Tu sais qu'il ressort et puis il regarde le roi et fait ah oui, il a du mal à parler à ce moment-là. Oui, c'est tellement il est choqué. Il joue toute sa vie sur ce moment et puis il ouvre et puis les bons gars. C'est vrai que oui. C'est un enchaînement de quiproquos. J'avoue que là-dessus c'est génialissime. Mais c'est pour ça, encore une fois, j'aimerais voir vraiment la pièce de théâtre. Est-ce qu'elle est aussi pertinente, la pièce de théâtre, étant donné que c'est un drame? Bah non, c'est une comédie dramatique, oui, c'est pas du tout le même délire. Ah non, oui, bah c'est complètement, il n'y a aucun rapport. Quoi. Oui. Parce que là, à travers l'humour, il y a des trucs intéressants à en tirer, je trouve. Donc, c'est... Oui, comme quoi, par exemple? Le fait, en fait, que Louis de Funès, du coup, il caricature quelqu'un d'exécrable. C'est un enfoiré de première qui va tout faire pour manipuler il a toujours un plan machiavélique. Et en fait, du coup, il n'arrive jamais à ses fins. Et son valet, qui lui est d'une classe sociale inférieure et qui est tout le temps dans la bienveillance, et c'est à lui, à part à la fin où du coup en fait, les deux se retrouvent prisonniers, mais c'est à lui en fait qu'il arrive la meilleure des choses à chaque fois, où il apporte la meilleure des choses à chaque fois. T'as un truc comme ça où lui qui essaie de manipuler tout le monde, il n'arrive jamais à faire ce qu'il veut faire, et son valet qui est bienveillant, t'as l'impression il est limite pur même, c'est vrai que ce blaze là il est limite pur, c'est clair. Ouais, voilà, c'est ça. Il paraît plus authentique. C'est ça, tu vois, la force du truc. C'est vrai que moi je me rappelle quand j'étais gamin, c'est vrai que Montan, je le voyais vraiment comme un peu le prince charmant, comme l'exemple à suivre, et c'est la preuve de la qualité de l'écriture, c'est que il y a un personnage qui est odieux, et j'adorais ce film grâce à ce personnage odieux, mais moi, quand je regardais le film avec mes yeux d'enfant, je rêvais d'être Yves Montand, en fait. Et Louis de Funès, je le mettais à sa place. Je sentais, quand j'étais gamin, que c'était un petit connard. Et j'avais pas envie de ressembler à ce petit grincheux. Mais en même temps, je l'adorais, tu vois. Mais... surtout que là, il a le physique. Il a tout. Il a le physique du mec qui est grincheux. Ça va totalement. Et en plus, en fait, j'adore dans ce film parce que je trouve les costumes dans ce film rajoutent de l'humour, en fait. Moi, je t'ai dit, quand il tombe là, du carrosse dès le début et que... je t'ai envoyé la photo où t'as Montan qui est en train de continuer. Il l'a pas vu tomber. Puis tu vois De Funès qui court derrière avec sa grosse redingote, là.
C'est vrai, c'est vrai. Avec ses grands chapeaux, avec ses... Putain, moi je te jure, avec sa tête quand il fait le mielleux, là. Il acclame la foule. Oui, venez. Et quand il comprend au dernier moment qu'en fait, il va se faire lyncher par une foule. Mais c'est ça, les mimiques, ce sont les mimiques de Funès, là, je te jure. Ouais, ce moment-là, mais moi j'ai rigolé, mais vraiment d'entrée de jeu dans le film, c'est ce moment où ouais, il croit qu'on vient de l'acclamer, puis il commence à faire « Ah, mes amis !» Alors que c'est un voleur de premier. Ça va, c'est une pierre bouilleuse. Mec, à quel moment il a cru que les gens l'acclamaient? En plus, c'est que ça montre, je trouve, c'est tellement intelligent. C'est que ça montre à quel point ce gars est déconnecté. Le mec, il vient de leur racketter comme je sais pas quoi. Et il y a cru à un petit moment que les gens l'acclamaient quand même. Genre, oui, c'est normal. Quoi. Ouais, puis là, il y a des trucs qui se jouent sur le détail. Parce qu'il va, malgré tout, en se barrant, il va quand même choper, je sais plus quoi, une genre de cafetière. Il en ramasse quand même. Oui, mais sauf que il la donne à son valet. Son valet le met. Du coup, ça tombe. En fait, t'as plein de trucs comme ça, visuels aussi, qui ajoutent. Non, franchement. Même il y a une scène. Je pense à ça, c'est quand t'as les. Alors, c'est pas les mousquetaires, c'est les. Mince, les Espagnols. L'inverse des mousquetaires. Parce qu'à un moment, ils disent un pour tous et tous pour moi, ou je sais plus quoi. Ils font l'inverse un pour tous, chacun pour soi. Oui, c'est ça. Ouais. Ça m'a tellement fait rire, parce que je m'y attendais pas du tout. Pour le coup, c'était... Donc c'est ça qui est... Non, c'est fort. C'est fort. C'est pour ça que non, c'est un très beau film. Un truc que je me rappelais pas, c'est la raison pour laquelle donc Don Salus se fait... dégager du trône, tout ça, c'est parce qu'il aurait couché avec une servante et qu'il aurait eu un bébé. Et je me rappelais absolument pas de ça. Ouais, d'ailleurs, c'est vite épilogué, ça, parce qu'on... oui, pour le coup, ça sort un peu de nulle part. On sait même pas si c'est vrai ou non. Je me rappelais qu'il se faisait licencier, mais du coup, je pensais que c'était plus en rapport avec le fait qu'il se faisait cramer en train de regarder à la longue vue et que du coup la reine qui était gênée d'avoir vu un amant ou je sais pas quoi, elle avait dû accuser quelqu'un et ça tombait sur Don Salus. Il me semblait que c'était ça, moi, et je me rappelais plus là quand ils ont sorti le bébé et tout, j'ai fait putain, je me rappelle plus de ça. Ça m'a surpris, ça fait partie des petits moments où tu redécouvres le... Mais par contre, ce qui était fort, c'est que le film, du coup, je me rappelais de tout en fait. C'est tellement ancré. Je t'aurais dit, avant de regarder le film, je t'aurais dit raconte-moi le film, j'aurais fait oula, ça va être compliqué. Mais là, dès que je redécouvrais une scène, même les musiques, c'est ça, l'importance aussi de la musique, c'est que ça. Même les musiques, je m'en souviens de toutes quasiment, ça redéclenche des trucs dans mon cerveau, tu vois, c'est fort. Parce que du coup, c'est un film que j'avais revu il y a quoi, 1 an et demi à peu près. Mais avant ce 1 an et demi, je l'avais pas vu depuis peut-être 15 ans, peut-être facile au moins. Ça faisait des années que je l'avais pas vu. Et là, je l'avais revu il y a genre 1 an et demi, j'avais dû le revoir. Et à chaque fois que tu le revois, tu te marres autant. Quoi. Ça n'a pas changé. Ah oui. Même, du coup, il y a quand même des petites surprises ou des trucs du jeu d'acteur qui reviennent. Enfin, c'est... Ouais. Donc j'avoue que c'est... De toute façon, c'est le film Madeleine de Proust. Hein, Non, mais après... en film, tu vois, après j'ai des dessins animés Madeleine de Proust, mais en film, je pense que c'est celui-là, quoi. Gamin... Après, t'as peut-être The Mask avec. The Mask et celui-là, peut-être, allez. Tu vois, on parlait de Jim Carrey, tu parles de The Mask. Ouais. Et c'est un exemple intéressant parce que je trouve que The Mask, j'aime beaucoup. C'est très drôle, il n'y a pas de souci avec ça. Mais la morale, je trouve qu'elle est moins... Je l'ai pas revu depuis longtemps aussi. Oui, pareil. Donc je pense que c'est à revoir. Mais je sais qu'il y a tout un délire avec Cameron Diaz, même. C'est vraiment la bombe. Oui. Je crois que j'avais bien aimé ce film parce que ça devait être mes premiers émois aussi. Jeune garçon. Oui. Ouh, Cameron Diaz. Ouais, ce masque, je me rappelle plus du tout. Oui, c'est là où il fait le loup. Il y a un moment où il fait le loup parce qu'il voit Cameron Diaz danser ou un truc comme ça. Je sais plus. Mais je sais plus. Ouais, je sais plus. Je sais qu'il y avait tout un délire quand même sur la confiance en soi. Moi, The Mask, j'avais beaucoup aimé parce que Stanley Ipkiss, c'était un peu un mec asocial, tout comme ça. Et qui, du coup, en se mettant un masque, devenait le personnage qu'il rêvait d'être, finalement. Et que, finalement, ce masque ne crée pas un personnage, mais... il donne confiance. Ouais, en gros, il te donne les pouvoirs, en fait, pour être totalement toi, tu vois. Il y avait un délire un peu comme ça. Oui, c'est vrai. Après, je sais qu'il y avait eu des suites, hein. Il y avait eu le bébé de The Mask, ou je sais plus quoi, mais là, j'ai jamais regardé. Là, c'est différent. Oui, t'as le chien aussi. Mais c'est bizarre qu'il n'y ait jamais eu de suite.
Après, Jim Carrey est tellement. Faudrait que Jim Carrey dise oui pour une suite, pour qu'il y ait une suite, je pense. Tu peux pas. Mais c'est ça aussi, il n'y a plus d'acteurs comme ça. Je suis désolé, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, alors c'est une théorie, hein, c'est peut-être totalement faux, mais j'ai l'impression que c'est une sorte de mise en danger, ce genre d'acteur. Un Mr Bean, un De Funès, un Jim Carrey. En fait, ils se mettent pas à leur avantage. Ils font des grimaces, ils jouent soit des personnages de connards, soit des. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans un humour où c'est très influencé, je pense, par le stand-up. Et finalement, c'est un humour où le comique, il a un peu la classe, tu vois. Il fait des blagues sur scène tout seul avec un micro, et finalement, t'as un peu la classe. T'es pas en train de te moquer de lui. Que des De Funès, des Jim Carrey, des Mr Bean, bah, tu te moquais d'eux. Clairement, tu vois, c'était de l'autodérision de fou qu'ils avaient parce que on allait rire d'eux, pas pour les forcément très bonnes raisons. C'est soit parce que c'était des connards, soit parce qu'ils faisaient des gueules cheloues, soit parce que Mr Bean, il avait des comportements vraiment de mec complètement bené, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, j'ai du mal, tu vois. À la limite, il y a Dujardin, tu vois, avec Brice de Nice, où il joue vraiment un crétin. Brice de Nice, c'est un crétin, tu vois. Mais à part ça, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de films maintenant où la star... Ou la star du film et voilà. Ouais, parce que j'allais te dire que en fait l'avantage de faire un humour en gardant une certaine classe, c'est que si l'acteur il fait que ce genre de rôle dans une comédie, en fait, enfin je vais parler pour moi, mais quand tu vas le voir dans un autre film où pour le coup il est dans un film où il joue un rôle dramatique. Ben, ça passe. Ça passe mieux. Ouais. Alors que Jim Carrey, le voir dans un rôle dramatique, je sais pas, qu'il a déjà fait. Little Sunshine of My Love, je sais plus comment ça s'appelle. Il m'avait touché, tu vois. Au contraire, c'est un super film. C'est un super film. Mais je trouve qu'il y a un moment d'adaptation. Ouais, peut-être, c'est vrai. Ou l'attente, l'attente. Moi, je me rappelle la première fois que j'avais vu justement. Sunshine, je sais pas quoi là, je viens de dire là. Oui. La première fois que j'avais vu, en fait, j'étais un peu dans une sorte de marathon Jim Carrey où je regardais plein de comédies. Quand j'étais tombé sur ce film, j'ai fait je m'attendais pas à ça, j'étais pas venu pour ça, ça m'a pas plu. Et c'est plus tard quand je l'ai revu que là j'ai vraiment kiffé ce film. Mais oui, ça se peut. Mais par exemple, tu vois, je sais que toi t'aimes beaucoup genre Pierre Ninet. Je trouve que Pierre Ninet c'est totalement ça. Moi j'adore par exemple Jonathan Cohen, tu vois, en citant des comiques qui sont vraiment à la mode aujourd'hui, tu vois, comiques ou acteurs, tu vois. Les deux, je trouve, il y a. Alors Jonathan Cohen il joue surtout quand dans La Flamme et tout, il joue un teubé, mais il a, je sais pas, c'est à la mode, je sais pas comment expliquer, c'est pas, tu rigoles. C'est une connerie, mais qui est tellement conne qu'elle est intelligente, en fait. Et du coup, on a plus tendance à dire de Jonathan Cohen que c'est un génie de l'humour parce qu'il sort des punchlines tellement connes. Je sais pas comment expliquer. Il a la classe, en fait. Cohen et Ninet, ils ont la classe. Ils sont bankable, tu vois. Ils sont plutôt beaux gosses et tout. C'est un humour qui englobe un peu tout, je trouve. Et contrairement c'est vrai que quand tu dis ça, je me demande. Parce que, ils ont une... Alors après, c'est peut-être parce qu'ils ont une personnalité qui est plus crédible, même s'ils sont complètement teubés. Non, et peut-être qu'ils sont plus lettrés. Peut-être qu'ils sont plus lettrés. Ils sont moins dans la gestuelle, tout ça. Ils sont dans le côté très lettré. Même Jonathan Cohen qui joue un personnage totalement con, finalement, il est con, mais tu sens que le texte est putain de bien écrit. Et c'est peut-être trop bien écrit pour que... Ouais, après, effectivement, peut-être que c'est leur stupidité, elle est surtout au niveau de la communication verbale, en fait. C'est pas de la communication non verbale comme le fait Jim Carrey, De Funès. C'est bien écrit. Tu dis que c'est bien écrit, tellement c'est con, c'est bien écrit, tu vois. Là où De Funès, justement, tu vois, lui, il était tout dans le comportement, dans les ruptures de ton, le rythme et tout ça. Et quand tu regardes les textes de De Funès, c'est pas des textes de fou. Mais c'est son jeu à lui-même, c'est son personnage qui amène quelque chose. Ce qui est très fort. Ce qui est très très fort. C'est pareil, tu regardes Jim Carrey, ses films, je suis pas sûr qu'il y ait des textes de fou, tu vois, c'est vraiment... Non mais pareil, lui c'est son côté non-verbal. Hein. C'est ses grimaces, c'est son impro, c'est... Ouais. Non, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est pour ça que c'est bien ces émissions rétro-découvertes, parce que nous, ça nous remet un peu en contexte, et même on se pose des questions avec des gens actuels, et peut-être qu'on se trompe. Mais du coup, c'est pas le même type d'humour, hein. Ça ne crée pas le même type d'humour. Comme tu dis, du coup, ça nous questionne sur tout ça. Mais je trouve que c'est un humour différent. Mais oui, encore une fois, c'est... moi, je rêverais, en fait, de voir De Funès
dans d'autres films, en fait. Il est mort à 68 ans. Après, il a fait, du coup, 2 premiers infarctus. C'était en 75. Et il est mort, du coup, en 83 d'un 3e infarctus. Mais à partir de 75, il a commencé à changer. Il était beaucoup plus amaigri dans ses films. Et les docteurs, en fait, lui avaient même dit, en fait, il faut arrêter maintenant de faire du cinéma. Parce que c'est beaucoup trop de stress, beaucoup trop d'énergie. Et vous allez refaire un infarctus, en fait. Et il a passé quelques mois à se reposer. Et quand il est réapparu notamment avec l'aile ou la cuisse, avec Coluche. Déjà, il réapparaît beaucoup plus maigre, plus amaigri, moins énergique. Et ça se sent dans son jeu. Lui qui avait un jeu qui reposait sur le rythme, bah là, on sent qu'il est beaucoup plus doux. Et donc, c'est un autre Louis de Funès qui... C'est plus le même, en fait. C'est horrible à dire, mais il est moins bon après. Parce que son personnage était tellement rodé, tellement... basé sur l'énergie que derrière c'est plus le même, c'est plus la même chose. C'est une baisse d'énergie pour X raisons, ça se sent en fait au niveau de son jeu d'acteur. C'est ça. Mais j'ai l'impression que tu l'avais vu il n'y a pas si longtemps, non? De quoi? J'ai l'impression que tu as vu un film de Louis de Funès où justement il était, comme tu le dis, il avait eu cette baisse d'énergie. Alors est-ce que c'était l'aile ou la cuisse que tu as vu? Et ça fait longtemps, non, non, de film. Non, mais ça m'avait marqué. Je sais que je t'avais parlé de ça. Ouais, je t'avais parlé de Funès parce que j'avais été faire une balade en bagnole un jour. J'avais un week-end où j'avais rien de prévu. J'avais personne à voir, j'avais rien de prévu et je m'étais dit vas-y, je prends ma bagnole et je sais pas, je roule vers Nantes, je vais voir, je vais me balader quoi. Et j'étais allé à manger à Nantes et après autour de Nantes, je me dis qu'est-ce qu'il y a à faire et tout. Et puis j'avais vu qu'en fait à une demi-heure de Nantes à peu près, il y a là où il y a le château de Funès. Et du coup j'avais été dans son village, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un petit village qui est à 30 minutes de Nantes à peu près, qui est très beau parce que ça longe la Loire, donc c'est le début de la route des châteaux de la Loire. Okay. Et il a un château qui était au bord de la Loire et qui est très joli. Et je sais que c'est à ce moment-là que, je sais plus, ça doit faire 3-4 ans peut-être. Et c'est à ce moment-là que j'étais un peu replongé dans De Funès, justement, où je m'étais un peu renseigné plus sur sa vie, tout ça. Et donc je sais pas si tu fais un rapport peut-être à ce moment-là. Oui, ça m'avait marqué parce que tu m'avais parlé d'un film qu'il avait fait en fait, où ça t'avait presque attristé parce que tu l'avais vu du coup amaigri. Je sais que alors je vais peut-être dire une bêtise, mais je sais que c'est dans le dernier des gendarmes. Le dernier des gendarmes, je crois que c'est le gendarme et les gendarmettes, il me semble. Justement, il est après ses infarctus, ce film-là. C'est un peu le film qu'on fait, même tu sens qu'il est moins inspiré en termes d'écriture, tout ça. C'est un peu le film, les gendarmes, ça cartonne. Donc dès que tu sors un film, les gendarmes, ça cartonne. Allez, on en fait. Je sais plus combien il y en a eu de gendarmes. Il y en a eu plusieurs. Celui-là, je m'en rappelle, c'est un De Funès, mais même je crois qu'il y a une scène où il est dans un jardin et tu sens qu'il y a une sorte de mélancolie un petit peu. Ah ok, mais ça m'avait marqué. Pour te dire, pour que je t'en parle là, c'est que c'est ce sentiment que tu avais eu un peu presque nostalgique vis-à-vis de Funès par rapport à son talent d'acteur. C'était assez... Bon voilà. C'est parce que tu as dû ressentir en fait le fait qu'il était fatigué et mais de toute façon, si c'est un mec qui était ultra perfectionniste... je pense qu'il n'y avait rien qui pouvait l'arrêter pour c'est ça. Mais si, quand même, sa santé. Après, il était fatigué, tout simplement. Après, une fois que ton corps te lâche, t'as beau vouloir continuer, quand t'es fatigué, t'es fatigué. Et je sais qu'il y a pas mal sur ces derniers films, justement, des acteurs qui disaient, on sentait qu'il était là pour jouer ses scènes, mais il avait l'esprit ailleurs. Il y a même des interviews de lui, justement, dans son château, là, à côté de Nantes, où il est dans son jardin. On lui demande si vous aviez à revivre, est-ce que vous feriez la même carrière, tout ça. Il dit non. Il fait là, ma grande passion, c'est mon jardin, et peut-être que je m'orienterai plus, du coup, dans une carrière liée au jardin. Et tu sens un mec qui a... mais je pense que c'est quand il a eu ses infarctus, au-delà d'avoir une chute au niveau physique, je pense que c'est ce genre de moments qui te font relativiser tellement de trucs. Et après ses infarctus, en plus, il a eu sa première petite fille. Et a priori, il a eu que des fils. Et sa petite fille qu'il a eue, c'était un peu la fille qu'il aurait voulu avoir aussi, tu vois, qu'il a jamais eu comme expérience. Et du coup, apparemment, il était à fond avec sa petite fille, justement dans ce château. Il lui faisait visiter tout le jardin, il lui faisait plein de blagues, plein d'histoires, tout ça, tu vois. Donc voilà. Puis après, c'est ça aussi, un homme, ça a plusieurs vies dans une même vie, en fait.
nous, on connaît De Funès au moment de sa gloire, et c'était le moment où sa carrière était à fond, mais comme je t'ai dit, il a été connu à partir de 40 ans. C'est-à-dire qu'avant, il était inconnu, personne ne le connaissait. Pareil. Et pareil, il a été connu, je pense, pendant 20 ans, il était à fond là-dedans, et puis après, les 5, 6, 7, 8 dernières années de sa vie, je pense qu'il était aussi dans un autre délire, quoi. Oui, bref. Oui, parce qu'en plus, je pense qu'il a dû, de ce que tu dis là, il a dû, de son comportement, il a dû y passer beaucoup de temps, en fait, dans son jeu d'acteur. Nous, on le voit au mieux de sa forme. Moi, à travers ce film, je le vois quand il pétait tout, quand il avait une énergie c'est ça. de fou. D'ailleurs, c'est un rôle, le rôle qu'on lui a attribué, qu'il a eu dans tous ses films, c'est un truc il est obligé, en fait, d'avoir une énergie assez importante. Tu peux avoir des rôles qui sont un peu plus calmes. Oui, mais après, les gens, je pense qu'au bout d'un moment, même écrivaient en sachant que le rôle était pour De Funès. Donc, t'as De Funès dans ton film, tu veux écrire un personnage de ce genre, parce que il va l'interpréter de manière... Voilà. Je sais que, par exemple, c'était Jamel Debbouze, dans son film d'animation qu'il avait fait, Pourquoi j'ai mangé mon père. Je sais pas si tu l'avais vu, ce film. C'était avec une tribu de singes, je sais plus quoi. Ah oui. Le problème, c'est un film qui a très très mal vieilli, parce qu'à l'époque, c'était le premier film français avec des images de synthèse, genre à la Toy Story et tout comme ça. Sauf que déjà à l'époque, on l'avait salué parce que c'était français, mais déjà à l'époque, il était en retard sur les Américains. Hein. Mais aujourd'hui, c'est un film, je crois qu'il est encore plus moche que Toy Story le premier. Oui, tu vois, je l'ai vu, mais j'ai peu de souvenirs. Hein. Je pense qu'il et du coup, il y avait un personnage hommage à De Funès, où c'était un imitateur qui faisait la voix de Funès, et le personnage était... Voilà. Et ça, j'avais trouvé ça pas con, parce que moi, je t'avoue, tu vois, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, que ça va faire revivre des morts, tout ça, notamment sur la chanson. Hein. Mais je me dis, est-ce que moralement, ça serait bien, en fait, de refaire vivre un De Funès dans un film un film genre d'animation, truc comme ça, où là, déjà, ça se posait, je pense, la question avec Jamel. C'était clairement De Funès. Est-ce que moralement, qu'est-ce que ça vaut? Mais en même temps, le personnage de Funès, au-delà de l'acteur, le personnage, en fait, c'était un personnage, mais c'était même pas De Funès. Tu vois, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que dans la vraie vie, il n'était pas ce personnage. C'est un personnage qu'il a créé. Mais si tu fais, toi, dans ton film, ce personnage, tout le monde va faire c'est De Funès. Et du coup, est-ce que moralement, du coup, c'est problématique ou pas? Ouais, après... Et pareil, du coup, ça manque, il manque ce genre de personnage. Est-ce que tu pourrais... Parce qu'en vrai, vu que De Funès, t'avais quand même pas mal d'impro, t'avais un jeu... Ah bah oui, pour l'instant, de Funès, je pense qu'il est difficilement réalisable par une IA, pour l'instant, je parle. Oui. Parce que c'est un jeu particulier, c'est pas... Et du coup, vu qu'il y a de l'impro, vu qu'il y a de la... qu'ils prennent la meilleure scène de Funès, parce qu'il a fait au moins 15 répliques, ça me paraît... ça me paraît très compliqué. Et après, moralement, par contre, je pense que ce serait bizarre, quoi. Je sais pas. Je sais pas, mais c'est vrai que c'est... Mais c'est vrai que c'est impossible. Il manque... Après, j'imagine que chacun... Moi, je dis peut-être ça parce que moi, j'ai grandi avec De Funès, donc je me dis que ça manque aujourd'hui. Et puis chacun, peut-être, a son acteur qu'on trouve qu'il manque. Parce que, par exemple, tu sais, je m'étais fait la réflexion, quand Belmondo, il est mort... je connais rien de Belmondo. Ça peut être une émission rétro-découverte plus tard. Mais le problème aussi, c'est que il n'y a pas de plateforme, tu vois, pour tous ces films. Moi, je me rappelle à la mort de Belmondo, à part acheter des DVD, trucs comme ça, tu pouvais pas en fait. Même tu pouvais même pas louer. Tu vois là, genre La Folie des Grandeurs, je l'ai loué sur Apple TV. Voilà. Je sais plus si tu l'as loué toi ou pas. Comment t'as fait? Je l'ai loué sur Amazon Prime. D'accord, oui, voilà, sur une plateforme comme ça, tu vois. Oui, oui. Et c'est... Mais d'ailleurs... mais du coup, tous les films de Belmondo, alors maintenant qu'il est mort, peut-être qu'ils ont sorti des coffrets, des trucs comme ça, c'est peut-être disponible sur des plateformes, mais je trouve, tu vois, en France, ils ont essayé de faire leur Netflix, tu sais, avec Salto, là. Sauf que du coup, c'était que des programmes, genre à Joséphine Ange Gardien, un truc comme ça. Tu fais, voilà, quoi, ça a floppé, ils ont fermé le service, quoi. Je fais, mais ça serait intéressant, même que ça soit soutenu par le gouvernement français, enfin, je sais pas quoi, le truc, le ministère de la Culture ou je ne sais quoi, qui est une plateforme. Après, c'est des droits, donc j'imagine que ça reviendrait ultra cher. Mais imagine une plateforme à la Netflix, mais que avec des films cultes, notamment, mais des vieux films, tu vois. Où tu t'abonnes pour un mois et là au moins pendant un mois tu as accès à vraiment des films cultes.
pour redécouvrir des grands acteurs, tout ça. Parce que je te jure, Belmondo, j'ai pas regardé de film de lui, il faudrait que je m'en fasse, mais fallait que j'aille acheter des DVD, en trouver d'occasion. Vas-y, mais on le crée, hein. Au coin du feu streaming, et on met que des films rétro-découvertes. Et tu sais que voilà, c'est pour ça. On est malin en fait, on est en train de créer ce concept d'émission parce qu'on a un projet en tête depuis des années. Non, par contre, clairement, je trouve ça m'a fait penser à un truc, ça. Tout ça, le fait qu'on n'ait pas accès à certains films qui sont assez anciens, c'est même, en fait, il y a un truc qui s'est perdu. Je ne sais pas si on en a déjà parlé, en fait, lors d'une émission possible. Mais est-ce que avant, toi, t'allais louer tes DVD, t'allais dans un pas magasin, DVD, mais les VHS, quoi. Oui, ouais, les VHS, les clubs, là, ouais, bien sûr. Mais ça, je trouve que c'était énorme. Et j'ai un souvenir tellement dingue de ça, d'aller avec mes parents, choisir ta cassette ou ta cassette. Ouais, non, mais c'est clair, mais en même temps, c'est une époque. En fait, on a ce sentiment, mais qui est mélangé avec un sentiment Madeleine de Proust ou quoi. Mais c'est pour ça, c'est pareil. Moi, quand je te dis que j'ai regardé le VHS de La Folie des Grandeurs, mais je l'ai dû le regarder, je sais pas, au moins 40 fois, peut-être, j'en sais rien, tu vois. Parce que à l'époque, t'avais 10 VHS chez toi, donc tu regardais en boucle. Moi, j'ai regardé ça, j'ai regardé The Mask et je regardais. Oui, maintenant, on peut. Des dessins. Comme on l'a dit là, tu loues depuis ton salon. C'est ça. Franchement, et du idéal. coup, c'est vrai que, en fait, moi, je suis très partagé sur ce sujet-là, parce qu'en fait. D'un côté, je me dis que oui, aujourd'hui, on est dans une société de consommation où on n'apprécie même plus une œuvre à sa juste valeur. On switch, on passe à une autre, à une autre, à une autre, à une autre. Oui, parce qu'il y en a trop. Voilà. On a plein, en fait, à disponibilité. Donc. Mais du coup, on n'a même plus le temps d'apprécier les œuvres. C'est pour ça que nous, on aime bien faire ce podcast, parce que on approfondit à chaque fois une œuvre qu'on va regarder. Voilà, on le décortique. C'est cool. Oui. Mais globalement, le grand public ne fait plus ça. Et donc ça, je trouve que c'est un côté négatif. Mais en même temps, moi, je me rappelle, donc à l'époque, comme je te dis, j'ai regardé au moins 30 ou 40 fois La Folie des Grandeurs. Est-ce que culturellement, c'est intéressant, tu vois vaut mieux... alors, 30 ou 40 fois, tu vois, c'est très excessif, mais je pense qu'on faisait tous à peu près ça avec nos films préférés. Hein. Et culturellement, alors ça fait chier de plus apprécier chaque œuvre à sa juste valeur et de switcher, mais en même temps, du coup, on regarde plus de choses, c'est plus divers, il y a plus de messages, il y a plus de culture qui rentre finalement aussi. Donc je sais pas ce qui est le mieux. En fait, c'est toujours tout l'un ou tout l'autre, tu vois. C'est soit on regardait 40 fois le même film, soit on switch de film trop rapidement. Donc, Et du coup, moi, c'est pour ça que je suis pas forcément nostalgique de l'époque. Moi, je suis très à l'aise avec notre époque d'aujourd'hui, et c'est à moi-même de faire un travail, je pense, sur moi-même pour aller vers là où je pense que c'est le mieux, tu vois. Mais c'est très intéressant parce que je pense que émotionnellement, le côté aller louer un DVD dans un magasin où tu as un DVD ou une cassette, je veux dire, mais là, ce serait un DVD, voire un Blu-ray, ça me manque un peu. Mais en même temps, je dis ça. En même temps, tu dis ça parce que toi, t'imagines par exemple la soirée du vendredi soir cinéma avec tes enfants. Voilà. Mais si je te dis ce soir, tu rentres du boulot, t'es crevé. À la télé, il y a que 4 chaînes, que des films pourris. T'es bien content d'avoir Netflix à côté. Je sais pas quoi, non, mais même pas, parce que en fait, quand ils pensent rationnellement. Non, ça vaut pas le coup parce que tu peux rentrer chez toi et faire comme on a fait là pour Louis de Funès. Tu allumes ta télé et en fait tu loues directement sur la télé et tu gagnes un temps considérable. T'as pas l'obligation d'aller ramener ton DVD, ton machin et tout au magasin. Donc c'est beaucoup mieux en vrai. Mais pourtant, tu vois, il y a ce côté nostalgique qui joue. Donc mais nostalgie marrant, Madeleine de Proust, je pense. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'en vrai, ça me on manque embellit nos souvenirs et du coup, je pense qu'il y a un délire comme ça. Parce qu'après, c'est du temps de gagner et c'est vrai que c'est quand même important, je trouve, le temps qu'on gagne. Moi, c'est pour ça, tu vois, par exemple, moi, je m'abonne pas à 36 trucs en même temps, je m'abonne chaque mois à un truc. Mais par exemple, YouTube, c'est le deuxième truc du coup que je m'abonne ça en continu pour zapper les pubs. Et maintenant, par contre, ce que j'adore dans le mode de consommation actuel aujourd'hui, c'est moi, je suis OK pour payer. Après, je fais gaffe à mes abonnements pour pas avoir 10 000 abonnements en même temps. Mais par contre, je refuse de regarder de la pub. Je ne regarde plus de pub. Maintenant, la pub, c'est vraiment quand je suis dans ma bagnole à la radio que j'entends de la pub. Sinon, je n'ai plus du tout de pub dans ma vie. Et je trouve, en fait, c'est un... Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais du coup, tu payes un abonnement.
ok, bon, en gros, ça doit me coûter aller 30 balles entre YouTube et soit Netflix, soit Disney+, quoi. En gros, chaque mois, c'est 30 balles qui partent dans le divertissement audiovisuel. Voilà. Mais par contre, je n'ai plus de pub, donc combien de temps je gagne, de confort je gagne. Et moi, je trouve que la pub, pour le coup, culturellement, c'est dévastateur pour le coup. Et moi, je suis très content de ne plus avoir de pub dans ma vie. Mais j'en ai plus dans ma vie, quoi. C'est ça qui est fou. C'est que à la limite, j'en ai quand je vais sur Facebook, tu vois, je vois une pub dans une encoche quelque part, ou je sais pas quoi. C'est là où j'ai mis. Mais j'ai plus comme à l'époque où il y avait une pub à la télé. Tu regardais la pub Nivea, je sais pas quoi. Pourquoi ? C'est quoi ce temps perdu, quoi ? Je vois une meuf en train de se doucher et après j'ai des chocobéennes. Tu vois, par contre, je n'ai plus aucune culture niveau pub. Des fois, je vais chez mes parents, tu sais, et puis on bouffe et puis il y a la télé d'allumer. Puis ils me font cette pub là, elle est marrante. Je suis là. Il y a une culture pub carrément. Je sais qu'il y avait une émission qui s'appelait comme ça, Culture Pub. Il y avait des gens fans de pub, quoi. Je suis tombé sur l'Instagram de Culture Pub aujourd'hui. Je suis en bas là. Mais c'est pareil. Moi, les pubs, à part là récemment, Amazon Prime. Oui, du coup, mais je suis plus sur Amazon Prime, mais du coup, maintenant, il y a les pubs et tout. Mais quel moment. Donc, ça veut dire que je serais obligé de payer un supplément. Mais moi, par contre, oui, ça c'est clair. Hein. Moi, là, je vais regarder la série du Seigneur des Anneaux. Pas question que je sois coupé par une pub pendant l'épisode. Quoi. Mais non, mais ça qui est bizarre. Attends, mais là, j'ai commencé la série et j'ai pas eu de pub. Okay. Et pourtant, j'ai eu des pubs. Attends, mais quand c'est que parce que je t'en ai parlé il y a pas longtemps. Ouais, bien sûr. Et j'ai eu des pubs à un moment donné. Mais pas pendant ça m'a pas coupé l'épisode de la série. Donc, on verra. Je te dirai quand je regarderai un autre épisode faut voir comment récemment. C'est dosé, quoi. Mais de toute façon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent bah voilà, on se fait enfler, tout ça pour qu'on paye plus cher notre abonnement et tout. Un truc qu'il faut être clair, c'est qu'en fait, le business model de ces plateformes n'est pas viable à l'heure actuelle. Donc oui, c'est une suite. En fait, ils font des prix très attractifs pour t'amener sur la plateforme. Oui, bien sûr. Et après, les prix vont augmenter, mais c'est normal en fait. Et finalement, moi, faites comme moi, vraiment, si vous en avez marre des prix et tout, faites l'effort de vous désabonner tous les mois et vous abonner à une plateforme parce qu'il y a tel truc que vous allez regarder. Il faut planifier un peu ce que tu penses regarder dans le mois, mais du coup, au final, tu t'en sors pour 20 balles. Je crois que c'est plus cher. Netflix, moi, la version de ces 4K, HDR, tout, c'est à 18 balles 99, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est 20 balles. Bon, voilà, c'est 2 places de cinéma. T'as un mois de contenu. C'est quand même ultra avantageux. Parce qu'à l'époque, justement, où tu parlais des DVD que tu allais louer, des trucs comme ça, si on le mettait aujourd'hui, par exemple, je pense que le DVD qu'on y a, tu vois, quand on le loue, là, c'est quoi ? C'est 5 balles. C'est 3 ou 5 balles suivant le film, quoi, tu vois, en gros. C'est ce que j'allais te dire. Mais c'est ce que j'allais te dire, en fait. Même, t'as envie de voir un film, absolument. Mais comme on l'a fait là avec La Folie des Grandeurs, tu le loues. Et franchement, c'est un plaisir. Règle de louer. Certes, tu vas payer un petit peu. Mais moi, tu loues le film que tu veux voir, que tu as choisi, et t'auras pas de pub. Là, moi, j'ai vu, du coup, là, parce que je vais pas spoiler, mais du coup, tu m'as fait regarder un film hier, justement, que j'ai loué aussi. Et du coup, en allant tu l'as sur loué ça... Ah oui. Oui, je l'ai loué, du coup. Ouais. Et pareil. Mais moi, après aussi, il y a ce côté... j'aime des fois soutenir aussi, tu vois, c'est... pas rentrer dans ce truc d'abonnement, parce que c'est vrai que comme tu dis, j'aurais pu choper les codes, parce qu'il est sur MyCanal le film, j'aurais pu choper les codes de quelqu'un pour aller checker le film gratos. Non, mais c'est bien que tu l'aies loué. Ouais, après, voilà aussi, il y a des... c'est bien. Il y a des œuvres, c'est bien aussi, on va dire, de soutenir en achetant aussi, parce que c'est une économie, hein, c'est pareil. On est tellement habitué maintenant au tout gratuit, avec les abonnements et tout, que finalement, on ne finance même plus... Et du coup, après, on va se plaindre parce que les films deviennent de moins en moins de bonne qualité. Mais oui, s'il y a de moins en moins de budget, s'il y a moins en moins de gens qui vont au cinéma, oui, en fait, c'est une suite logique, c'est une chaîne. D'ailleurs, donc, tu vois, le fait de louer le film, c'est pas un truc qui m'a gêné. Je t'ai dit que quand j'ai commencé le film, j'avais un peu pas une aversion, encore une fois, mais que j'y allais avec un tâton. Je me suis dit, bon... Mais pour l'émission, entre guillemets, je me suis dit, je loue le film. Et le fait de le louer, pour le coup, c'était pas... Ça, je m'en fous. Au contraire, à la limite, le fait de le louer, tu te dis, bon, maintenant que tu l'as loué, tu vas le regarder. Parce que... Moi, je me pose beaucoup plus la question, par exemple, dans le milieu du jeu vidéo, justement. Où ils sont en train d'essayer, en fait, d'instaurer des systèmes comme à la Netflix, en gros, où tu t'abonnes et tu as accès à je sais pas combien de jeux. Oui, c'est vrai. Ouais. Sauf qu'un jeu vidéo, pour s'apprécier, je trouve qu'il demande quand même de l'immersion sur une plus longue durée et de l'investissement sur une plus longue durée qu'un film ou qu'une série. Et j'ai peur que ce mode de consommation fasse que
tu sois jamais satisfait, que tu attendes d'être vraiment happé par le jeu en 15 minutes, et si t'es pas happé, tu changes d'un autre jeu, et ça peut complètement modifier la façon dont on fait les jeux vidéo aujourd'hui aussi. Donc ça, je suis curieux de voir comment ça va évoluer pour le coup, parce que ça change, là, ça c'est clair. Le fait de, quand t'achètes quelque chose, parce que moi c'est un truc tout bête, c'est pour la musique. Moi je me rappelle à l'époque, contrairement aux vidéoclubs, tout ça, c'était plus quand tu achetais un CD de musique. Mais le CD, tu sais, je le retournais, quoi. Pendant un mois, j'écoutais que ce CD, et puis je connaissais toutes les chansons. Et du coup, tu te mettais même à apprécier des chansons que tu n'aurais peut-être pas appréciées si, comme aujourd'hui, t'écoutes une ou deux fois un album d'un artiste qui te plaît, et puis tu relèves juste les chansons qui te plaisent, tu les mets dans ta playlist, et puis après, les autres, tu les écouteras plus jamais de ta vie, tu vois. Et ça change énormément de choses dans toi, ta manière de consommer de la musique, mais aussi même les artistes. Les artistes, pourquoi ils vont se faire chier à faire un album de 15 chansons, tous incroyables, alors qu'ils savent très bien que, vu le mode de consommation maintenant, il n'y en aura que 3 ou 4 qui vont rester. Oui. Et j'ai l'impression que ça influence beaucoup les artistes dans ce sens-là. Vaut mieux sortir un album tous les ans, comme ça tu fais de l'actu tous les ans, voilà. Et dans ton album, il y aura 4 morceaux qui vont vraiment être cool, qui vont bien tourner. Les autres, on s'en bat les couilles, en fait, c'est juste pour faire le nombre. Et vaut mieux sortir tous les ans que de sortir un album tous les 5 ou 6 ans. Mais par contre, c'est l'album, tous les morceaux, c'est Thriller de Michael Jackson, quoi. C'est une tuerie monumentale. Tous les morceaux vont être clippés, Non, c'est pas viable, en fait, aujourd'hui. Et donc ça, je suis curieux de voir même la culture, comment va évoluer là-dessus, parce que... Mais c'est vrai que ça change la manière de créer, en fait, tout ça. Ah bah ouais, bien sûr. Bah là, on le voit même avec les séries et tout ça. Toi, on en avait parlé, j'ai réécouté récemment l'émission qu'on avait fait sur Obi-Wan Kenobi là, de Star Wars. Oui, et que j'avais regretté que ça soit pas un film et que ça soit une série. Ça fait partie de ça aussi. Du coup, ils avaient une bonne histoire, je pense, pour la série Obi-Wan. Mais comme il fallait le sortir comme une série, ils ont étendu le truc de manière plus ou moins maladroite sur certains trucs et en éparpillant le budget aussi. Et du coup, ça donne un truc un peu inégal. Si on l'avait eu en un film où on donne tout pour ce film, et peut-être que là ça aurait été incroyable, parce qu'il y a le potentiel d'être incroyable, quoi. Donc bref, on est parti très très loin là. On est parti. Oui, c'est clair. Oui, mais ça fait partie de notre appréciation de l'œuvre. Oui, et puis en plus on l'a loué pour le voir, donc. Ouais, mais c'est ça qui est bien avec ces émissions rétro-découvertes, c'est que ça, voilà. Donc voilà, oui. Sinon, en autre film de De Funès, est-ce qu'il y a d'autres films, toi, qui te marquent, qui te restent en tête de De Funès? Est-ce qu'il y a d'autres films que tu as vus déjà de De Funès, que tu sais que tu as vus? Non, après, moi, je les connais un peu. Je les connais pas par le fait qu'en fait, je les ai regardés. C'est plus parce que c'est rentré un petit peu dans la culture. Il y avait Rabbi Jacob que tu as cité, tu as La Grande Vadrouille, La Soupe aux choux, mais tu vois, je me rappelais même pas qu'il y avait De Funès dedans. D'accord. Et après, c'est tout. Après, non, j'ai pas de film particulier avec De Funès. Ok, d'accord. Même les gendarmes à Saint-Tropez, tout ça, t'avais jamais vu avec les alors là, non. Avec les... Non. Parce que tu vois, c'était très drôle aussi, parce qu'il y a tout un truc. En fait, c'est ça, que la carrière de De Funès, c'est passionnante aussi, parce que c'est l'arrivée du cinéma américain en France. Et les gendarmes et les extraterrestres, c'était une réponse au cinéma américain, parce que Spielberg était en train de débarquer en France avec son cinéma, et avec Rencontre du troisième type. Et du coup, les extraterrestres étaient très à la mode. Il y a une grosse phase d'extraterrestres. Et du coup, la réponse française, on prend la licence, c'est les Marvel. Les gendarmes à Saint-Tropez, c'était les Marvel de la France, quoi, tu vois. Et on les prend et puis on les met à la sauce extraterrestre. Et les gendarmes et les extraterrestres a fait plus d'entrées que Rencontre du troisième type en France, quoi. Donc, il y a tout un truc. Et du coup, De Funès, quand je te disais que c'était la fin un peu du Star System, c'est les derniers un peu... grosse star avec les Belmondo, les Delon, De Funès, tu vois. Ouais. En fait, c'est aussi le cinéma. C'est le cinéma américain qui a commencé à arriver fin des années 70, début des années 80. Et c'est vraiment un basculement. Quand De Funès est mort, il y a une partie du cinéma, je pense, français qui est mort aussi, et même de la culture française, où l'Amérique là a commencé à prendre le dessus avec Hollywood, notamment Spielberg, qui est arrivé dans les années 80 et tout a basculé. Il y a beaucoup de choses qui ont basculé à ce moment-là, en fait. Et donc c'est ça qui est passionnant aussi. Parce que quand tu regardes la carrière de Funès, il a débuté avec Gabin, après c'était avec Bourvil, c'était Coluche, Yves Montand. C'est ça aussi, c'est que De Funès, il a toujours le même personnage, et c'est un personnage qui a joué avec des icônes. Là, moi, ça me fait plaisir, parce que je me suis posé la question, Yves Montand, est-ce que c'est pas le seul film d'Yves Montand que je connais? Moi, je pense que oui. Ouais, je connais Yves Montand, mais tu vois, je connais la chanson à bicyclette là, mais je me suis demandé si j'avais vu d'autres films de lui, quoi. Et il joue très bien.
Moi, je trouve que le duo des deux, il est formidable. Mais par contre, du coup, même, ça c'est une réflexion, je me rappelle que j'en avais parlé, pareil. Je parle souvent de De Funès, en fait, moi, ça fait partie de mes sujets, parce que avec mes cousins, par exemple, trucs comme ça, je sais qu'on en parle assez souvent. Et De Funès, je trouve que son jeu d'acteur est très moderne, comparé à, justement, à Yves Montand. Yves Montand, tu sens que c'est du vieil acteur, tu vois. Il y a une sorte de jeu un peu dans sa façon de parler qui est un peu daté. Pareil dans Rabbi Jacob. Dans Rabbi Jacob, il faudrait que tu le revoies. Je trouve tu sens que c'est un film d'époque. Mais De Funès, lui, il est au milieu. Et je trouve que presque c'est mes yeux d'enfant qui, du coup, le voient de cette façon-là. Mais j'ai l'impression que son jeu ne vieillit pas. Il a un phrasé tellement rapide, tellement énergique, que c'est très actuel, en fait. Tu pourrais le placer dans un film aujourd'hui, De Funès, avec le même personnage. Ça passe, en fait. Alors qu'Yves Montand, tu ferais ça, tu sens que ça a vieilli ce genre de personnage, tu vois. Mais je trouve pas bon. De quoi? Yves Montand. Ok, d'accord. Bah tu vois, c'est intéressant aussi, ouais. Moi, ça avait marqué. Alors, pourtant. Ouais. Peut-être parce que De Funès, je le place dans une époque qui est lointaine entre guillemets, et du coup, Yves Montand, je dirais pas qu'il est moderne, mais je l'ai pas trouvé. Ok. Je l'ai trouvé. En termes de valeur et tout, forcément, il est plus ça, moderne. C'est sûr. Mais je parle en termes de jeu d'acteur, en termes même de physique. Je trouve qu'Yves Montand, il a un physique daté. Je sais pas comment expliquer. Tu vois, il y a un côté, c'est marrant. C'est marrant. Ça fait vieux film. Il y aurait pas De Funès dans le film. Je ferais putain, c'est un vieux film. Là, il y a De Funès. Je trouve il apporte une touche un peu moderne. Ah ouais, ok. Alors que moi, c'est l'inverse. C'est le fait que De Funès soit là qui fait que ça soit un vieux film. Bon, pas que De Funès, parce que au-delà, même les autres acteurs qu'il y a dans le film, bon. Mais Yves Montand, je sais pas. Bon, après, là, le fait qu'ils soient tous les deux, c'est difficile à dire, mais... Oui, bien sûr. Non, mais voilà. En plus, alors, un truc qui m'a fait marrer, et que je me rappelais plus pour le coup, c'est la toute fin du film. J'ai adoré, en fait, le côté bas les couilles. C'est un film, c'est de la fiction, on s'en bat les couilles. Il y a le côté où, tu sais, ils arrivent dans le truc des esclaves, là, et... Oui. Et t'as Yves Montand qui dit, en fait, c'était soit je venais au bagne, soit j'épousais la vieille. Il fait, je préférais venir au bagne. Puis d'un coup, tu vois la vieille qui débarque au loin. Et là, ça part en couille, parce qu'il retire son truc, il se barre en courant. Et puis là, il y a plusieurs plans de plein de gens qui rient. Puis ils ont même fait rire un dromadaire. C'est quoi ce plan final? Mais du coup, j'ai kiffé. C'est comme si, à la fin du film... J'ai eu cette sensation, moi. C'est comme si à la fin du film, on disait, voilà, c'est qu'un film, c'est de la comédie. Tu sais, aujourd'hui, on a tendance à se prendre très au sérieux, tu vois. Et c'est pour ça qu'on le voit dans les critiques. Toi, ce film-là, il sortirait aujourd'hui. Il y aurait les critiques d'aujourd'hui qui relèvent tout le moindre détail, le moindre incohérence ou je sais pas quoi. Enfin, il se ferait terminer, le film. Mais là, justement, j'ai aimé ce côté à la fin. Allez, on s'en fout, c'est juste de la fiction. Allez, on fait rire un dromadaire pour le plan final, parce que le plan final n'a aucun sens. Il va courir dans le désert parce qu'il a peur d'une vieille. Enfin, ça part complètement en couille sur la fin. Et j'ai bien aimé, en fait. Le sentiment que ça m'a laissé. Après, tu regardes le générique final et t'es là, bonne ambiance, t'as bien ri sur la dernière scène, c'est cool. Tu vois. Mais c'est ça qui est... Oui, mais en vrai, c'est fort parce que la fin, c'est pas une happy end. La fin n'est pas du tout une happy end. Pour le coup. Sur le fond. Sur le fond, les deux finissent au bagne, quoi. Surtout, encore que De Funès, ils finissent au bagne. Bon, il l'a mérité, on va dire. Voilà, mais Yves Montand, le pauvre. Yves Montand. Alors surtout, en plus, là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le fait, tu sais, déjà Yves Montand, il embrasse la princesse alors qu'elle est à moitié droguée. Ensuite, il y a le vrai César qui arrive et il se barre avec elle. Et puis t'as Montand qui fait, embrasse-la, idiot. Genre, mais pourquoi? Elle est amoureuse de toi, elle est pas amoureuse de ce gars-là qu'elle ne connaît pas. Le mec est bienveillant jusqu'au bout. Oui, c'est clair. Alors que non, mais pourquoi elle est amoureuse de toi? Non, elle est amoureuse de Don César. Oui, mais c'est toi pour elle, Don César. Donc ferme-la. Qu'est-ce que tu fais? Donc ça, c'est vrai que la fin, voilà, tu pourrais dire, ça part un peu en live dans tous les sens. Ouais. Mais du coup, sur la forme, c'est une happy end. Du coup, sur la forme, sur le côté... Ouais. Et c'est ça qui est assez fort, c'est que c'est pas dramatique à la fin. Un peu. Mais en fait, t'en ressors pas... T'en ressors avec ces trucs. En fait, Yves Montand, qui était le personnage noble... Ouais, le gentil voilà, final, c'est lui le plus... sur lequel t'as envie de t'identifier. Et c'est assez fort, quand même. Je trouve que c'est assez fort. Et puis d'ailleurs, ce truc d'esclavage, là, où t'as je sais pas combien d'hommes qui tournent un truc pour arroser un petit palmier. Quelle horreur, quoi.
Le truc, en plus, ils voient, c'est le palmier, ils sont en train de galérer leur vie pour un putain de palmier. Ça n'a aucun sens. Oui, ça n'a aucun sens. C'est vrai, c'est vraiment l'esclavage pour rien en plus. C'est la vraie torture. C'est à ce moment-là que De Funès il dit qu'il va épouser le roi pour devenir sa reine. Ça. À la fin, il monte un plan machiavélique. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il perd la boule, le gars, dans ses plans machiavéliques. Quoi. Non, bah, c'est pour ça que c'est un bon truc. Et il y a un truc que j'ai vu, moi, c'est sur l'actrice du coup, qui joue la reine. La petite anecdote finale. Oui. Vas-y, ça sera l'anecdote finale de cette émission. Voilà. En fait, du coup, j'ai vu qu'après ce film-là, elle est partie dans de la comédie érotique. Donc, je ne sais pas vraiment en quoi ça rime, la comédie érotique. Genre, t'es un grand fan. D'accord. Bon, je vous publierai des petites images de la comédie. Non, du coup, comédie érotique, cinéma érotique, oui, je connais. Mais comédie érotique, je connais pas. Mais du coup, elle est partie là-dessus. Et en fait, apparemment, elle a une histoire assez tragique parce que son fils a eu des problèmes de drogue. Et du coup, vu qu'elle était rentrée dans la comédie érotique, mais que ça ne suffisait pas, en fait, à la faire décoller au niveau du cinéma, elle est partie dans le X pour son fils, pour pouvoir payer, je crois... Donc l'actrice qui joue la reine, reine, là, qui est... Ok, d'accord. Je sais plus son... Oui, voilà. Là. Et du coup, elle est partie dans du X, justement pour son fils, mais ça l'a détruite moralement. C'est-à-dire qu'elle a fait ça pour son fils, pour l'aider, donc elle est allée plus loin que ce qu'elle avait prévu, en fait. Et au bout d'un moment, en fait, elle a dû culpabiliser parce qu'elle a essayé de se suicider. Donc l'histoire, elle est tragique, je trouve. C'est clair. Et, mais au bout du compte, bon, elle a fait des tentatives de suicide. Bon, ça n'a pas abouti. Et du coup, elle s'en est sortie. Mais elle a eu pendant un bon bout de temps une très mauvaise estime d'elle-même par rapport au fait qu'elle a dû faire du X par rapport à son fils. Forcé en plus, quelle horreur, d'accord. Oui, voilà, c'est ça. Et Pascal, elle a eu du mal à décoller. Après, d'ailleurs, il y a un des films érotiques qu'elle a fait, c'est à peine un an après ce film-là. Donc ça allait très vite. Mais ça restait c'était pas un film X, c'était un film érotique. Après aussi, c'est ça aussi que ça, je l'ai entendu dans pas mal de documentaires où il y a beaucoup de films à l'époque. Alors ça doit être toujours globalement le cas maintenant, de toute façon. Mais pour vendre un film, il fallait qu'il y ait des grands acteurs à l'affiche. Et c'est eux qui prenaient tout le budget en fait du film. Et justement, ils recrutaient des acteurs des fois qui étaient très mauvais parce qu'en fait, on savait que le film se vendrait même si les autres acteurs sont pourris. On prend vraiment des acteurs de seconde zone. Ça se trouve là sur ce film, j'en sais rien, tu vois. Mais en plus, quand elle parle en allemand pendant tout le truc ou je sais pas quoi, ça se trouve elle a eu un cachet ridicule sur ce film. Alors que c'est un film culte, mais ça se trouve elle a gagné que dalle en faisant ce film. Et à l'époque, c'était monnaie courante. Même De Funès, du coup, l'a subi lui très longtemps avant d'être en tête d'affiche. C'est pour ça qu'on disait même souvent. J'ai envie d'être la tête d'affiche, j'ai envie de... Il y a eu tout un truc avec De Funès, avec Bourvil, avec Coluche, de qui apparaît en plus gros sur l'affiche, que le nom soit en premier, tout ça. Il y a tout un jeu là-dessus, parce qu'à l'époque, c'était vraiment ça. C'était les gens qui apparaissent sur l'affiche, c'est eux qu'on les cachait, et les autres, même si tu as un rôle qui est assez important dans le film, tu gagnes que dalle en fait sur le film, quoi. Il y avait moins d'argent, je pense même globalement que on le voit qu'aujourd'hui, trucs comme ça dans le cinéma. Et du coup, je sais même pas si c'était réglementé, je sais pas comment c'était, mais ça me fait penser à une anecdote que quand tu dis ça, c'est le fait que Yves Montand et De Funès, ils n'avaient pas du tout le même mouvement politique. Yves Montand était communiste. Enfin, c'est une partie du communisme. Et il y a même une scène dans le film qui casse un peu le quatrième mur, où justement il fait payer les impôts aux plus riches. Ce que voulait pas De Funès, du coup, dans le film, je parle. Et ça, c'est un truc que Yves Montand voulait, en fait, de sa propre vie. Rajouter, Ouais, voilà. Et c'était son truc, voilà. Il aurait voulu que même au niveau politique, ça se passe comme ça. Et d'ailleurs, dans le film, c'est ce qui va faire que on va dire les nobles, enfin les plus aisés, veulent empoisonner Blaze dans le film. Oui, bien sûr. Donc, il y a tout un truc. Mais c'est un truc qui lui tenait à cœur dans la vraie vie, du coup, pour Yves Montand. Et je crois que c'était... Alors que De Funès, lui, pour le coup, est quelqu'un de... je crois que c'était ses parents qui étaient très aisés.
Enfin, lui, Non, il vient alors de a priori, classe. ce que j'ai entendu, c'est que ses parents, en fait, ils étaient issus de la noblesse, mais c'est la D'accord. noblesse un peu déchue qui était moins fortunée. C'était D'accord. très dur. Mais c'était mentalement, je pense que ça devait être très dur aussi, parce qu'en gros, tu es un noble, mais un noble qui la famille a Qui a baissé perdu petit à un petit peu. petit. Du coup, tu Ouais. es toujours noble, mais par contre, tu n'as plus les moyens de ta noblesse. Et du coup, Ah il y a une ouais. sorte de, je pense, de poids mental qui est très compliqué. Ok, ok. À assumer, tu vois, c'était un peu genre comme si tu étais ceux qui faisaient basculer la famille dans, dans autre chose. Donc Ouais, ça va être d'accord, très d'accord. dur mentalement même, c'est pour ça qu'il faut jamais juger, de toute façon on sait jamais. Et Tout à à fait, cette tout à fait, époque-là ouais. en plus, parce qu'il est né en 1914 de Funès, donc juste avant la Première Guerre mondiale, et, donc voilà, c'est une autre époque, c'est impossible Bah, d'ailleurs, de juger, même les idéaux bah, politiques ou quoi, ça puis sert même, à rien là-dessus, quoi. c'est tout le propos de la folie des grandeurs. C'est que tu juges pas quelqu'un à travers sa classe sociale. Vu que le valet, Blaze, il va se faire passer pour César, du coup, par une classe sociale qui est supérieure, et tout le monde va y croire, en fait. En fait, on sent... Il n'y a plus d'histoire de classe sociale, c'est le côté assez... Même De Funès avait fait polémique à la sortie de Rabbi Jacob, parce qu'il avait expliqué qu'en fait, de faire le film Rabbi Jacob, ça l'avait enrichi intellectuellement. Et il a reconnu publiquement en interview, c'était peut-être une maladresse due à sa timidité, mais en gros, il a reconnu qu'avant de faire Rabbi Jacob, il avait un peu des clichés sur les juifs. Et du coup, ça avait fait polémique et tout. On s'est rendu compte que oui, il était dans une famille un peu noble, tout ça. Et du coup, au moment de la Seconde Guerre mondiale, a priori, voilà, on ne sait pas trop de quel côté ils étaient, mais bon, voilà. Et du coup, il y avait tout un délire comme ça, où ça avait fait polémique. Bon, heureusement qu'il n'y avait pas Twitter, etc. à l'époque, parce qu'il serait fait cancel. Mais du coup, c'est ça aussi, c'est que les hommes, on ne peut pas juger de toute façon des hommes à une autre époque. Tout est différent, c'est pour ça que j'ai même pas voulu parler politiquement de Funès. J'ai plus parlé, tu vois, du côté humain, oui, du caractère, tu vois. Ça, totalement. Après, Totalement. c'est impossible de juger avec le temps. Oui, oui, c'est sûr, ça, c'est clair et net. Oui, on peut pas. C'est des fois, on ne sait pas en fait s'ils ont vécu. On sait pas, voilà. On sait pas s'ils avaient un mouvement politique. Parce que c'était. Tu peux pas savoir. Non, c'est trop compliqué. Non, c'est clair, c'est clair. Non, c'est pour ça, de toute façon, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour kiffer. On s'en bat les couilles de la politique, putain. Et au contraire, justement, je trouve que le film a ce truc-là de se dire que la classe sociale n'a pas d'importance, c'est les valeurs en fait de l'homme, et pas la richesse de l'homme qui est importante. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il a une valeur, il a un bon fond ce film. En plus du côté un peu super production d'époque, il a des valeurs qui sont intéressantes. Et puis les valeurs, je pense, par contre, pour le coup, sont tirées de l'œuvre originale de Victor Hugo. Mais c'est pour ça que je serais curieux de voir le... Ah bah ouais, mais il faut se le faire. Voilà, en théâtre. C'est ça. On pourrait faire des émissions pièces de théâtre. Carrément. C'est clair. Bon, allez, sur ce, on va conclure cette belle émission rétro-découverte. Encore une. Je sais même pas combien on en a fait en tout, mais à chaque fois, je suis content. Franchement, ça a été aucun regret. Tous les films qu'on a regardés, on en a d'autres en tête, vous inquiétez pas. Puis c'est une belle émission, je trouve. Enfin, dans le sens où on parle de pas mal de sujets intéressants. Plein de trucs, je peux te dire. Et du coup, ce serait intéressant que tu réfléchisses, toi, à une œuvre qui a vraiment marqué ton enfance. Donc ne nous spoil pas en direct. Et Jurassic Park. Il parle plus. On a déjà fait l'émission. C'est notre troisième émission. Je sais pas si tu te rappelles, on avait fait Game of Thrones, Red Dead, et la troisième c'était Jurassic Park. Non, mais un film qui aurait marqué ton enfance et qui sort un peu des sentiers battus. Ça pourrait être marrant. Tout à fait. Voilà. Parce que moi j'avais Édouard Romain d'Argent aussi. Tu vois, je viens de mais celui-là il est. On n'en a pas parlé en émission d'Édouard Romain d'Argent. C'est possible. Ouais, mais c'était un film que j'avais été voir avec l'école. Comme quoi, tu vois, des fois, tu te rappelles toujours des films pourris que tu vas voir avec l'école. C'est un beau film. Mais Édouard Romain d'Argent, voilà, celui-là m'avait marqué et c'était incroyable. Et c'est bizarre qu'on n'en ait pas fait une émission déjà. Bon. Oui, c'est vrai. Un jour peut-être. Un jour, on se fera une petite spéciale Tim Burton, parce qu'on n'a pas fait de spécial Tim Burton non plus. Ça pourrait être très cool de parler de Tim Burton. Ah oui. Parce que là, pour le coup, nous, on est vraiment la génération Tim Burton. D'ailleurs, le film que tu m'as fait voir hier m'a fait penser du Tim Burton. Il y a un air, ouais, totalement. Essayez de deviner de quel film on parle. C'est possible une prochaine émission. Ouais. Bon, allez, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, à nous citer des œuvres qui vous ont marqué en rétro-découverte, qui pourraient nous inciter, parce que
On lit vos commentaires et notamment, moi, il y a un des films qu'on nous a cité, notamment après l'émission avec Al Pacino. Comme on a fait une émission avec Al Pacino et avec... merde, je sais même plus comment il s'appelle. Bref. En gros, c'est un film avec ces deux acteurs qui sont réunis. Ah, Robin Williams. Non, non du tout. Non, ça c'est un autre truc. C'est un encore autre autre film, chose. C'est encore autre chose et c'est avec De Niro, toi, que tu parles, je crois. Mais voilà. Oui, c'est vrai en plus. Bref, on en reparlera. On vous tease pas à l'avance, parce qu'à chaque fois qu'on annonce quelque chose, on a des empêchements, on fait autre chose. Donc là, on vous dit rien. On vous dit juste qu'il y aura d'autres émissions rétro-découvertes. On a déjà d'autres idées en tête. Et puis en plus, on est content du coup que ça plaise, hein, généralement, les émissions rétro-découvertes. Les gens comprennent le concept. On s'est pas fait clasher par un gars qui vient nous dire qu'on est des... Ah, quoi, vous connaissez pas tel film, mais c'est la honte de... Oui, mais ça va arriver. T'inquiète pas. Moi, j'ai failli avoir ce réflexe, tu vois, avec une trilogie que tu es en train de découvrir toi actuellement. J'étais persuadé que tu connaissais. Et... Ah, tu vois ? Ouais, j'ai eu ce réflexe de me dire, mais quoi, tu n'as pas vu cette trilogie ? Donc, on va pas en dire plus parce que c'est possible qu'on s'en fasse une émission. C'est des films que j'ai pas vus depuis longtemps. Et une fois que tu as regardé la trilo, ça peut être marrant parce que ça peut soulever certains sujets que j'aime bien débattre. Donc, voilà, on verra. C'est beau. Et bah, bonne soirée. Bonne soirée, Wivo. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Allez, salut.